Aujourd'hui, il y a deux manières de faire de l'e-commerce en 2026. La première manière, tu cherches le produit gagnant, tu lances des pubs Facebook en espérant que ça prenne, quelques ventes, puis plus rien. Les clients achètent une fois et disparaissent. Tu recommences avec un autre produit, encore et encore. Tu dépends à 100% des pubs pour survivre. Si demain les coûts explosent, tu meurs. Si ton ad compte est banni, c'est fini. Pas de fidélité, pas de marque, pas de stratégie claire, juste de l'espoir et du hasard. Puis il y a la deuxième manière, tu construis une vraie marque dès le début. Les clients achètent, puis ils reviennent, ils parlent de toi autour d'eux, ils recommandent ton produit, ils défendent ta marque. Tu ne dépends plus uniquement des pubs pour exister. Tu as de la rétention, tu as une identité claire et tu construis un véritable asset. Une marque avec une vision long terme, avec de vraies fondations et surtout avec des vraies stratégies. Si tu fais de l'e-commerce de la première manière en ce moment, cette masterclass va te faire passer à la deuxième et te faire économiser minimum 2 ans de galère et des milliers d'euros d'erreurs. Alors, cette masterclass, ce n'est pas de la théorie marketing, c'est le playbook exact qui m'a permis de générer plus de 10 millions par an sur mes propres marques e-commerce. Je vais te montrer étape par étape les systèmes, les frameworks de la construction d'une vraie marque e-commerce et pas ce que tu as l'habitude de voir et d'entendre sur le dropshipping. Ici, on va couvrir ensemble les fondations, comment choisir le bon produit et valider la demande avant de perdre ton cash, le sourcing, les ads, les créatives, le framework exact également pour créer une identité de marque qui crée de la loyauté, le scaling et puis surtout comment construire une machine qui tourne sans toi et qui se vend pour des millions, comment recruter, comment penser plus loin que la plupart de tes concurrents. À la fin de cette masterclass, tu auras le blueprint complet, tu auras littéralement un temps d'avance sur ce qui fonctionne en 2026 pour construire une vraie marque e-commerce rentable. Il y aura un avant et un après pour toi à la fin de cette vidéo. Alors, avant qu'on commence, juste une chose importante. J'ai créé des worksheets et des frameworks téléchargeables pour accompagner cette masterclass. Je te conseille vraiment de télécharger le playbook complet pour pouvoir suivre en même temps. Ça va multiplier la valeur que tu retires de cette masterclass. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Alors, j'ai construit 3 marques e-commerce depuis 2020, de 0 à 8 chiffres de chiffre d'affaires par an. J'en ai vendu, j'ai investi dans d'autres, mais ça, la plupart d'entre vous le savent déjà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ma première marque a été lancée avec moins de 1000 euros de budget et est aujourd'hui leader dans son industrie. J'ai aussi confondé et vendu une agence de production audiovisuelle, réalisé des clips pour les plus grands artistes avant de la revendre en 2023. Et si je te dis ça, c'est pour que tu comprennes que comprendre un marché, une audience et construire un business long terme, je connais. J'ai fait toutes les erreurs. J'ai perdu de l'argent, j'ai brûlé du cash, j'ai engagé les mauvaises personnes, j'ai utilisé les mauvaises stratégies, j'ai loupé même des opportunités. Et c'est exactement pour ça que je veux que tu évites ces erreurs, parce que je les ai payées pour toi. Maintenant, soyons clairs sur une chose. Quand je parle d'e-commerce et de marque, je ne parle pas de dropshipping. Le dropshipping, c'est une stratégie cash flow court terme. Tu peux faire de l'argent avec, certes, c'est sûr même, mais c'est très difficile de créer de la fidélité client, avoir des marges décentes sur le long terme et surtout construire quelque chose de vendable. Et aujourd'hui, nous, on est là pour construire des marques, des vrais business avec des valeurs d'entreprise, des assets que tu peux revendre et surtout parce que aujourd'hui, l'e-commerce a changé et il faut jouer sur le long terme. Et ça veut dire des produits de qualité et pas des bêtes produits d'AliExpress, une marque forte et pas juste un logo, on va le voir, et avoir des clients qui reviennent et pas des one-time buyers. Si tu veux faire du quick cash avec du dropshipping, cette masterclass n'est pas pour toi. Par contre, si tu veux construire un véritable empire e-commerce, reste avec moi. Alors, comme je te l'ai dit, tu peux évidemment adapter et commencer avec un business model basé sur le dropshipping, mais l'idée, ça va être de transitionner très rapidement pour construire plus vite et plus fort que tes concurrents. Ok, première chose, avant même de choisir un produit ou de créer un logo, tu dois faire un choix. Ce choix, il va déterminer absolument tout le reste. Et ce choix, c'est est-ce que tu construis une marque orientée profit, où le marché et l'argent dictent tes décisions, ou est-ce que tu construis une marque orientée vision, où ton identité et ton expression passent en premier? Alors, laisse-moi t'expliquer la différence. Une marque orientée profit, tu écoutes le marché, tu t'adaptes à la demande, tu pivotes si nécessaire, tu sers le client avant ton propre ego. Puis tu as la marque orientée vision. Tu crées ce que toi tu veux. Tu trouves les clients qui sont alignés avec ta vision. Tu refuses de compromettre ton art. C'est ta vision ou rien. Alors, les deux sont valides, mais les deux mènent à des résultats totalement différents. Si tu es dans la mode, le design, l'art et que ton expression personnelle est primordiale, va sur l'approche vision. Si tu veux construire un asset vendable, scaler rapidement et générer de la richesse, va sur l'approche profit. Pour cette masterclass, on va se focus sur l'approche profit, marque orientée profit. Pourquoi? Parce que ça permet de pivoter rapidement si quelque chose ne marche pas, d'écouter vraiment ce que tes clients veulent, scaler sans que ton ego te bloque et surtout construire quelque chose de vendable. Une fois que tu es profitable et stable, tu peux injecter ton identité, mais l'identité vient après la validation de marché, pas avant. Maintenant que tu as fait ce choix, parlons de ton parcours. J'aime voir le business comme un jeu vidéo, où tu es le personnage principal et pour passer au niveau suivant, il y a des compétences spécifiques que tu dois maîtriser. La bonne nouvelle, c'est que les compétences sont claires. La mauvaise, c'est que tu dois vraiment les maîtriser pour progresser. On a le level 0 à 1. Là, c'est ta première vente. Pour ça, tu dois maîtriser 2 choses. Vendre, savoir convaincre, convertir de manière générale. Et surtout, la deuxième chose, avoir un mental de fonceur. Ne pas te poser trop de questions. Mais tu dois avoir de l'ambition, le courage et la discipline d'appliquer tout ce dont on va parler aujourd'hui. Ce niveau, c'est le niveau le plus important psychologiquement. Parce que tu passes de c'est possible en théorie à je l'ai fait, c'est possible pour moi. Cette première vente, c'est la preuve. Maintenant, tu sais que ça marche. Combien de temps ça prend? Ça dépend. De 1 semaine, 3 semaines à 2 mois, ça dépend. Mais une fois que tu as passé ce cap, c'est passé. Ensuite, on a le level de 1 à 2.
de ta première vente à 10K par mois. Pour ça, tu dois maîtriser plusieurs choses. La vente, toujours, parce que c'est toujours crucial. Toujours avoir la niaque, encore plus que jamais, mais surtout un produit de qualité. Il doit vraiment être bon. Et là, ça va devenir intéressant. Ici, tu cherches le product market fit. Est-ce que les gens aiment vraiment ton produit? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils en parlent? Si ton produit, c'est de la merde, tu ne peux pas dépasser ce niveau. Tu vas peut-être faire un pic à 20 000 € sur un mois, mais ça va retomber directement. Donc, obsède-toi sur la qualité de ton produit. Puis on a le level 2 à 3. De 10 000 € à 100 000 € par mois. Ici, on passe aux choses sérieuses. On va parler opération et système. Pourquoi? Parce que ce qui t'a mené à 10 000 € par mois ne te mènera pas à 100 000 €. À 10 000, tu peux tout faire manuellement. À 100 000, c'est impossible. Tu dois systématiser ton acquisition client, ton fulfillment, ton customer service, ta gestion d'inventaire. Si tu ne le fais pas, tu vas plafonner à 30 000 – 40 000 € par mois et ça va être le chaos. Et enfin, le level 3 à 4, de 100 000 à 2 millions d'euros par mois ou plus. Ça commence à devenir sérieux. Ici, on va parler branding plus recrutement. Alors, écoute-moi bien sur ce point. Si tu es en dessous de 100 000 € par mois, tu n'as pas besoin de branding. Et je sais que ça va en faire rager plus d'un, que ça va trigger plus d'un, mais c'est la vérité. En dessous de 100 000, ton problème, c'est les sales. Est-ce que tu sais acquérir des clients? Ton produit? Est-ce que ton produit est bon? Et ton cash flow? Est-ce que tu gères bien ton argent? Le branding, ça vient après. Une fois que tu es passé au-dessus des 100 000 € par mois de manière constante, là, tu peux investir dans une vraie identité de marque, du contenu de qualité, une team pour scaler. Et le plus gros défi de ce niveau, c'est pas le marketing, c'est pas le produit, c'est le recrutement. Recruter les bonnes personnes. Déléguer sans perdre le contrôle. Construire une team qui croit en ta vision. C'est le seul skill le plus difficile à maîtriser. Et c'est pour ça que la plupart des gens restent bloqués ici. Maintenant, à toi de voir. À quel niveau tu te situes actuellement? Est-ce que tu es plutôt level 0 à 1, tu galères pour ta première vente? Level 1 à 2, tu fais quelques ventes, mais c'est pas consistant. Level 2 à 3, tu fais 10 – 30 000 € par mois, mais tu sens le plafond. Level 3 à 4, tu fais plus de 100 000 € par mois, mais tu sais pas comment scaler. L'important, c'est d'identifier maintenant où tu es, parce que les skills dont tu as besoin maintenant sont différents de ceux dont tu auras besoin plus tard. Revenons à la base et parlons maintenant de la stratégie produit. Quand tu débutes, tu as 10 000 idées. Je vais lancer ça, et puis je vais lancer ça aussi. C'est une grosse erreur. Voici ce que je veux que tu intègres. Tu peux construire un business à 8 chiffres avec un produit, un client et une plateforme. Ça, c'est le 1-1-1 framework. Et je vais le décomposer pour toi. Un produit, pas 5 produits, pas 20 unités différentes. Un produit qui va être le moteur économique de ton business. Pourquoi? Parce que ton attention est limitée, ton cash est limité, ton énergie aussi est limitée. Si tu te disperses sur 5 produits, tu vas être médiocre sur les 5. Si tu te focuses sur un seul produit, tu deviens excellent dessus. Tu comprends tout. Comment le marketer, comment le manufacturer, comment le présenter, qui va l'acheter exactement, pourquoi il l'achète également. Et tu peux itérer rapidement. Il y a énormément d'exemples de marques qui ont commencé comme ça. Je pense à Dollar Shave Club, un kit de rasage par abonnement, un seul produit, un lancement, résultat vendu à Unilever pour 1 milliard de dollars. On a aussi Casper, la marque de matelas, un matelas, un seul modèle pendant la première année. Résultat, valorisation à plus d'1 milliard de dollars. On a aussi RX Bar, une seule barre protéinée, avec les ingrédients affichés sur le devant. Simple. Résultat, vendu à Kellogg's pour plus de 600 millions de dollars. Est-ce que tu vois le pattern? Ces marques n'ont pas commencé avec 50 produits. Elles ont trouvé leur héros product. Elles l'ont scalé à fond, puis seulement après, elles ont ajouté d'autres produits. Donc, trouve ton héros product et scale-le jusqu'à 500 000, 1 million d'euros par mois minimum, puis ajoute des produits complémentaires. Ensuite, un seul client. Pas tout le monde, pas les hommes et les femmes de 18 à 65 ans. Un seul profil client ultra spécifique. Par exemple, un mauvais profil client serait les gens qui veulent être en forme. Okay? Un bon profil client serait plutôt les mères de famille de 30 à 40 ans qui veulent retrouver leur énergie après la grossesse, mais qui n'ont pas le temps d'aller à la salle 5 fois par semaine, par exemple. Est-ce que tu vois la différence? La deuxième, tu sais exactement comment lui parler. Tu connais ses douleurs, tu connais ses objections, tu sais où elle passe son temps. Le premier, c'est trop large. Ton message, il sera dilué. Plus tu es spécifique, plus ton message résonne fort avec les bonnes personnes. Et aujourd'hui, à l'heure de l'IA, tu peux d'ailleurs facilement créer ton client idéal et ton avatar idéal. Et je ne parle pas juste de femmes de 30 à 40 ans, je parle de comprendre comment elle vit sa journée type, quels sont les contenus qu'elle consomme, quels sont ses vrais blocages émotionnels, quel langage elle utilise, quelle marque elle suit déjà, quel influenceur elle écoute. Tout ça, l'IA peut te le générer en 5 minutes si tu poses les bonnes questions et tu auras un avatar client complet. Mais attention, ne fais pas juste ça dans ta tête, documente-le. Crée un document avatar client que toute ton équipe ou même toi pourra consulter plus tard. Comme ça, quand tu créeras tes pubs, tu te demanderas est-ce que ça parle à mon avatar? Quand tu créeras ta landing page, quand tu écriras un email, tu te demanderas est-ce que mon avatar va résonner avec ça? Et ça change tout. D'ailleurs, en description de cette vidéo, tu trouveras le playbook complet de la création de marque, comme je l'ai dit, et j'ai inclus un prompt complet pour générer ton avatar client idéal. Télécharge-le, tu pourras l'utiliser, tu rentres quelques infos sur ton produit, et l'IA va te générer sa journée type, ses frustrations exactes, son langage, où est-ce qu'elle traîne en ligne, comment lui parler, et ça, c'est un réel game changer aujourd'hui. Utilise-le. Ok, on continue. Maintenant, on va parler de la plateforme, une seule plateforme. Au début, ne te disperse pas. Si tu essayes de faire TikTok, Instagram, Facebook,
YouTube, les emails ou même Pinterest, tout ça en même temps, tu vas être nul partout. Choisis une plateforme, celle où ton client idéal passe le plus de son temps. Deviens excellent dessus. Une fois que tu la maîtrises, tu peux ajouter une deuxième, d'accord? Google Ads, Pinterest, peu importe. Mais au début, focus-toi sur une seule plateforme. Pour 2026, ma recommandation pour toi, ce serait clairement Meta Ads. Je vais t'expliquer en détail pourquoi dans la section 3, mais en résumé, c'est la plateforme la plus mature aujourd'hui. Le tracking s'est amélioré et si tu maîtrises les créatifs qui, on va y venir, sont un des leviers les plus puissants en 2026, tu obtiendras les plus gros résultats. Donc récapitulons. Un produit, ton héros product, un client, ton profil client ultra spécifique et une plateforme, ton canal d'acquisition principal. Maîtrise ces trois éléments et tu pourras faire 1 million, 2 millions d'euros par an facilement. Alors après, tu pourras complexifier, mais commence simple. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlons maintenant de comment choisir ce fameux héros product. Alors, selon moi, il y a 4 critères non négociables. Si ton produit ne remplit pas les 4, ne le lance pas. C'est simple, c'est clair et suis bien ces règles-là. Le critère numéro 1, une marge élevée. La règle est simple. Si tu vends ton produit 100 euros, ton coût de production est de 30 euros max. Donc ta marge brute sera de 70 euros. Sur ces 70 euros, tu dois pouvoir dépenser 30, 40 euros en acquisition client, ads, affiliation, etc. 10, 20 euros en frais divers, fulfillment, team, autres fees. Et il te reste 10, 20 euros de profit. Ça, c'est le minimum. Si ton produit coûte 50 euros à produire et que tu le vends 100 euros, tu as seulement 50 euros de marge. Si ton coût par acquisition est à 40 euros, il te restera 10 euros pour tout le reste. Alors, est-ce que c'est jouable? Techniquement, oui. Mais est-ce que c'est recommandé? Absolument pas. Vise 60-70% de marge brute minimum. Des exemples de bonnes marges seraient dans les suppléments 60-80%, dans la cosmétique 60-85% et certains accessoires 60-75%. Exemple de marge difficile, l'électronique, où ça va être plutôt 20-40%, ou les vêtements sans réelle marque ajoutée, 40-50% de marge. Et tout ce qui va être produit lourd, entre 30 et 50% de marge. Choisis un produit avec les bonnes marges, ça donne de l'air pour scaler. Le critère numéro 2, la preuve de concept. N'invente pas un produit que personne ne cherche, d'accord? Tu dois valider qu'il y a de la demande avant d'investir. Comment est-ce que tu fais ça? Il y a plusieurs étapes. La première, va sur Amazon, cherche ton type de produit, check les best-sellers, regarde les reviews. Est-ce qu'il y a plus de 1000 reviews? Est-ce que les reviews sont positives? Regarde les prix. L'étape numéro 2, va sur TikTok Shop ou Facebook Ads Librairie. Cherche les produits similaires. Est-ce que ça se vend? Est-ce qu'il y a des pubs dessus? Combien de vues sur les vidéos? Combien de likes? Combien de commentaires? Combien de j'aime? La troisième étape, va sur Google Keyword. Regarde le volume de recherche. Combien de gens recherchent ton produit ou ta niche par mois? Si tu vois des concurrents qui font des ventes, du search volume élevé, des reviews positives, des écosystèmes où on parle de cette niche, on parle de son produit, là c'est validé. Il y a de la demande, d'accord? Et même, il faut qu'il y ait des concurrents. L'erreur classique, ce serait de dire « Oh, ce marché est saturé, je vais trouver quelque chose de nouveau ». Absolument pas. Un marché saturé, c'est égal à un marché validé. Il y a de la demande. Les gens achètent. Ton job, c'est pas de réinventer la roue. Ton job, c'est de trouver comment te différencier dans ce marché. Alors, tu peux aussi utiliser des outils de spy tools comme TrendTrack, par exemple, pour analyser en profondeur quels sont tes concurrents ou les marchés qui lancent des publicités régulièrement, qui ont beaucoup de visites, des tendances. Mais un marché en demande, un marché où il y a du monde, c'est un bon marché. Ne l'oublie pas. Alors, le critère numéro 3, la nichification. Ok, tu as trouvé ton produit, il est validé, d'accord. Par exemple, des brosses à dents. Mais il y a 5000 marques de brosses à dents sur le marché. Comment est-ce que toi, tu sors du lot? Par la nichification. Tu prends le grand marché, les brosses à dents par exemple, et tu drill down sur une niche spécifique. Le marché large serait les brosses à dents. Un marché moins large serait les brosses à dents écologiques. Et encore plus niche, les brosses à dents en bambou pour les jeunes éco-responsables par exemple. Plus tu niches, plus ton message résonne fort avec les bonnes personnes. La question à te poser serait quelle démographie achète ce produit? Pour quelles raisons spécifiques? Quel problème exact ça résout pour eux? Et tu angles ton produit pour cette niche. Le résultat sera moins de compétition directe, message marketing ultra ciblé, une communauté engagée et surtout une meilleure conversion. Alors, celui-là, je l'aime bien. Le critère numéro 4, le potentiel créatif. C'est la dernière question cruciale. Peux-tu créer du contenu autour de ce produit? Peux-tu utiliser différents messages, différents angles? Parce que en 2026, le contenu, c'est tout. TikTok, Instagram, YouTube, email, si tu ne peux pas créer du contenu intéressant sur ton produit, tu vas galérer comme un fou. Peux-tu raconter une histoire sur ce produit? Peux-tu faire des ads captivantes? Est-ce qu'il y a plusieurs angles de contenu possibles? Est-ce visuellement intéressant? Un bon exemple pour les brosses à dents en bambou serait l'angle écologique, l'angle esthétique, l'angle santé bucco-dentaire, l'angle minimaliste, before-after possible, unboxing possible aussi. Tout ça, ce sont des angles, des messages que tu vas pouvoir partager et c'est plein de contenu possible. Le mauvais exemple serait une vis en acier inoxydable, ok? C'est juste une vis. C'est difficile de faire du contenu viral autour d'une vis. Ton contenu va être limité. Si tu ne peux pas avoir 20, 30 idées de vidéos TikTok pour ton produit, c'est probablement pas le bon produit. Ok, récapitulons. Les 4 critères non négociables. 1, la marge élevée. D'accord. 2, la preuve de concept. Il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait de la concurrence. En 3, la nichification, spécifique, pas générique. Et en 4, ce qu'il appelle le creative juice, le potentiel de contenu. Et je rajouterais peut-être le côté evergreen. Est-ce que ton produit peut être vendu toute l'année?
Ou est-ce qu'il y a des périodes de vente trop faibles et des périodes de vente trop hautes? Par exemple, une décoration de Noël, ça se vend que 2 mois dans l'année. Le côté evergreen d'un produit va clairement te faciliter la vie. Si ton produit remplit ces critères, tu as un winner potentiel. Maintenant, il faut le valider pour de vrai. Alors, on a vu les 4 non négociables. Maintenant, creusons un petit peu plus profond. Qu'est-ce qui fait qu'un produit devient un blockbuster? Il y a 3 éléments additionnels. L'élément 1, plusieurs solutions, plusieurs problèmes. Un produit qui résout un seul problème, c'est bien, mais un produit qui en résout 3-4, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça te donne plus d'angle marketing, justement, plus de contenu, on en parlait, ça te donne plus de raisons pour quelqu'un d'acheter. Ça te donne plus de contenu à créer également. Un exemple concret avec un produit de sommeil / relaxation, ce serait que ça aide à te détendre, ça va améliorer la qualité du sommeil, ça va réduire le stress ou même améliorer la balance de cortisol. Il y a 4 bénéfices différents, 4 angles, 4 types de contenus ads différents, 4 raisons d'acheter différentes versus un produit qui aide juste à dormir, par exemple, c'est un angle. Il y aura beaucoup moins de flexibilité. Donc, quand tu évalues un produit, demande-toi combien de problèmes distincts ça résout. Ensuite, touche une insécurité. Bon, alors je vais être clair et direct. Les produits qui se vendent le mieux sont ceux qui touchent à des insécurités profondes. C'est pas machiavélique, c'est pas de la manipulation, c'est juste la réalité humaine. Les insécurités courantes pourraient être l'apparence physique, acné, poids, cheveux, l'attractivité, la séduction, la confiance en soi, les performances, énergie, focus, productivité, la santé, peur d'être malade, peur de vieillir, la sécurité, sécurité financière, sécurité physique, le statut social aussi, il est important. Comment est-ce que je suis perçu par les autres? Comment je suis perçu par le groupe? Un exemple concret qui cartonne, ce serait les phéromones colonnes pour hommes. Pourquoi est-ce que ça marche? Ça résout une insécurité. J'arrive pas à attirer les femmes, solution, ce spray va te rendre irrésistible, pour ceux qui ont vu. Le search volume sur Amazon est énorme et les gens sont désespérés pour résoudre ça. Un autre exemple serait les produits anti-acné. L'insécurité, c'est la confiance en soi liée à l'apparence. Le marché est gigantesque. Maintenant, important. Je ne te dis pas de mentir, je ne te dis pas de vendre n'importe quoi. Je te dis, identifie une vraie insécurité. Offre une vraie solution et parle-en honnêtement. Si tu fais ça, ton produit se vendra tout seul. Alors, l'élément numéro 3 délivre de la vraie valeur. Il y a plusieurs façons de créer de la valeur. La première, ce serait l'amélioration. Et c'est selon moi la meilleure. Prends un produit qui existe et rends-le 5-10% meilleur. Okay? Ça pourrait être meilleure qualité, meilleur design, meilleure expérience client de manière générale, meilleur packaging, meilleur ingrédient et peut-être un produit qui dure plus longtemps. Ça, c'est la stratégie la plus safe. Tu sais qu'il y a de la demande, que le marché, il existe. Tu apportes juste quelque chose de mieux. Par exemple, toutes les marques de vêtements premium, elles vendent des t-shirts, mais des t-shirts de meilleure qualité, des t-shirts qui durent 10 ans au lieu d'1 an. Donc le pricing peut être plus élevé. Ils peuvent vendre ça plus cher, plus premium, ok? La deuxième option serait de vendre une solution inédite. Créer une solution à un problème que les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient résoudre. Alors, c'est beaucoup plus risqué, mais le payoff est beaucoup plus énorme si ça marche fatalement. Ensuite, la troisième option, moins cher. Okay, race to the bottom. C'est pas une stratégie que je recommande forcément, mais c'est une stratégie de différenciation comme une autre. Il faut juste savoir dealer avec ses marges, donc peut-être avoir un peu plus d'expérience. La quatrième option, plus pour le même prix. Utilise une stratégie de bundle. Au lieu de vendre 4 unités, tu vends un pack de 10 pour le même prix. Augmente la valeur perçue. Et ça, c'est sans doute aussi un des plus gros leviers. Si tu arrives à trouver un produit et augmenter sa valeur perçue avec un positionnement plus premium, une landing page plus premium, tu gagneras sur le long terme. Alors, ma recommandation personnelle serait d'aller sur l'option A. Améliore ce qui existe et augmente la valeur perçue. Les gens te diront, il faut innover. Pas du tout. Les plus grandes fortunes e-commerce ont été faites en améliorant ce qui existait déjà, pas en réinventant la roue. Et c'est une nuance importante. Pars de ce qui existe déjà, mais améliore-le. Ok, je sais qu'on vient de couvrir beaucoup d'infos. Si tu as besoin de mettre pause ou de prendre des notes, fais-le maintenant, parce que ce qu'on vient de voir, c'est la fondation de ton business. Si tu te plantes sur le choix de ton produit, tout le reste sera beaucoup plus difficile. Si tu choisis le bon produit, tout le reste deviendra plus facile. Donc vraiment, prends le temps d'intégrer ça et on attaque la suite. Alors, une fois que tu as identifié ton produit, comment est-ce que tu le fabriques? Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu ne trouves pas le bon fournisseur, tu vas te planter. Il y a un processus en 7 étapes. Voici exactement comment sourcer ton produit. Je vais tout expliquer étape par étape. La première étape, ça va être de créer une fiche technique. C'est le document le plus important. Dedans, tu mets tout. Dimension exacte en centimètres, les matériaux, les couleurs, code Pantone si possible, emballage souhaité, certification requise, quantité minimum souhaitée, tu vas mettre absolument tout. Un exemple pour un t-shirt serait, tu vas pas demander un t-shirt noir en coton. Tu vas demander un t-shirt pour homme en tissu 100% coton peigné de telle couleur, avec telle taille, avec tel
code de Pantone, etc., en taille S, M, L, XL, en double piqûre, emballage, etc., en sachet individuel par exemple. Tu vois la différence? Avec le deuxième, les fournisseurs savent exactement ce que tu veux. Et tu vas recevoir des prix réels, pas des estimations vagues. Ensuite, la deuxième étape, sélectionner les fournisseurs. Sélectionne 10-15 fournisseurs sur Alibaba. Mais attention, il y a des bons et des mauvais fournisseurs. Ton job, ça va être de filtrer correctement. Tu vas devoir vérifier si le fournisseur est vérifié, le nombre d'années d'activité, minimum 3-5 ans, s'il y a une trait d'assurance, une protection de paiement, les notes, les avis clients, etc., le taux de réponse, tu vas devoir analyser tout ça. Puis envoie ton fichier à 10-15 fournisseurs qui respectent ces critères-là. Parce que certains ne te répondront même pas, certains auront des prix trop élevés, certains ne pourront même pas faire ce que tu veux. Sur 15, il t'en restera peut-être 3, 4, 5 sérieux. La troisième étape, ça va être l'analyse des réponses. Tu vas recevoir des devis. Compare prix unitaire, MOQ, donc minimum order quantity, les délais de production, les conditions de paiement. Est-ce que c'est 30% avant, c'est 70% après? On ne sait pas. Délai de livraison d'échantillons, etc. Et alors, un truc important, les prix vont extrêmement fort varier. Il va y avoir un fournisseur A qui va te demander 8,50 € l'unité, un fournisseur B 7,20 €, un fournisseur C 6,80 € avec moins de MOQ. Mais grâce à ça, tu connais les prix des marchés. Tu sais que c'est entre 6,80 € et 8,50 €. Tu peux négocier intelligemment. Le quatrième point, commande des échantillons. Ne commande jamais sans échantillon. Jamais. Même si le fournisseur te dit « ne vous inquiétez pas, on corrigera en production de masse » ou je ne sais quoi. Non. Tu veux voir, tu veux sentir, tu veux tester le produit avant de faire quoi que ce soit. Et que tu fasses du dropshipping ou pas d'ailleurs. Commande des échantillons aux 3-5 meilleurs fournisseurs. La cinquième étape, teste les échantillons. Quand tu reçois les échantillons, teste-les comme un fou. Si c'est un t-shirt, lave-le 10 fois. Vérifie s'il rétrécit, vérifie si les couleurs bavent, vérifie les coutures, vérifie absolument tout. Si c'est un complément alimentaire, prends-le pendant 2 semaines, vérifie le goût, la texture, vérifie si l'emballage est solide. Si c'est un gadget électronique, utilise-le pendant 1 mois, teste toutes les fonctions, vérifie la durabilité. Toi, tu es le critique le plus dur. Si tu n'es pas satisfait à 100% de ton produit, ne passe pas commande. Demande des ajustements. Le tissu est trop fin, je veux 200 grammes au lieu de 180 grammes. La couleur est trop claire, je veux une autre couleur. L'emballage n'est pas assez premium, refaites-le. Et fais-toi renvoyer un échantillon jusqu'à ce que ce soit parfait. Ensuite, décompose ton produit. Démonte les échantillons. Si c'est un sac à dos, combien de pièces est-ce qu'il y a? Il y a peut-être les bretelles, les mousses dans les bretelles, les fermetures éclairs, les boucles, la doublure intérieure. Compare tout. Si c'est un t-shirt, quel type de couture? Quel grammage exact en tissu? Pourquoi est-ce que tu dois faire ça? Parce que maintenant, si tu veux réduire le coût, tu as 20-30 endroits où tu peux le faire. Par exemple, OK, la mousse dans les bretelles, on peut passer de 10 mm à 8 mm. Ça va réduire les coûts de 50 centimes par unité, par exemple. Ou si tu veux améliorer la qualité, tu sais exactement où investir. Je veux une fermeture éclair de tel type au lieu d'une générique, ça va ajouter 80 centimes, mais la qualité sera 10 fois meilleure, par exemple. Ça va dans les deux sens. C'est comme ça que tu maîtrises ton produit. La 7e étape, négocie et commande. Une fois que tu as l'échantillon parfait, tu négocies. Mais pas en mode « est-ce que vous pouvez baisser le prix ?» Ça marche pas. Fais plutôt « j'ai reçu des offres à 6,80 € pour la même qualité, vous êtes à 7,50 €, pouvez-vous vous aligner ou m'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes plus cher ?» Ou « si je commande 2000 unités au lieu de 1000, quel prix est-ce que vous pouvez me faire ?» Ou alors, si je vous garantis 3 commandes cette année, est-ce que vous pouvez me baisser le prix? Combien est-ce que vous pouvez faire? Tu négocies avec des faits, pas avec des émotions. Et tu verras que tu peux souvent baisser les prix de 5-15%. Ça semble peu, mais sur 10 000 unités, 15% de réduction, ça peut être 7 500 € d'économie. Et ça vaut le coup. Parlons maintenant des chiffres. Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, si les chiffres ne fonctionnent pas, tu vas couler. Alors, il y a une formule assez simple pour ça, c'est ton prix de vente, par exemple de 100 €. Et là-dessus, tu vas déduire pas mal de choses. Ton coût de production, donc de 25 € par exemple. L'expédition, les usines, 3 €. Le fulfillment, 8 €. Le marketing, ton coût par acquisition, par exemple 35 €. Et tes frais divers, team, outils, ressources, etc., 10 €. Tu auras donc un profit net à 19 €. Donc un ROI à 19%. Est-ce que c'est bon? Ça dépend de ton niveau. Si tu débutes, 15-20% c'est acceptable. Si tu es intermédiaire, 25-30% c'est bien. Et si tu es avancé, plus de 30%, fatalement, c'est excellent. Mais ces chiffres sont avant le brand equity. Une fois que tu as construit une marque, ton coût par acquisition diminue parce que tu auras des clients récurrents. Tu pourras aussi augmenter tes prix parce que ce sera plus premium. Et là, tes marges vont exploser. Donc, ne stresse pas si tu fais 15 ou 20% au début, ça va s'améliorer. L'important, calcule tout avant de lancer. Tu trouveras d'ailleurs une feuille de calcul dans le playbook complet téléchargeable pour être le plus précis possible. Pour calculer tes coûts, tes prix de vente, tes frais d'expédition, bref, ta rentabilité brute, parce que il faut que tu sois réaliste. Si les chiffres ne marchent pas sur papier, ils ne marcheront jamais dans la réalité. Et un dernier point crucial sur le sourcing, c'est ton fournisseur. Ton fournisseur, c'est pas juste un vendeur, c'est un réel partenaire de ton business. Si tu le traites bien, il va bien te traiter en retour. Tu dois construire une relation avec lui. Donc, ça passe par communiquer clairement, sois précis dans tes demandes, utilise des visuels, photos, schémas, ne laisse aucune place à l'interprétation. Ensuite, fatalement, paye à temps. C'est évident, mais c'est crucial. Si tu payes toujours en retard, le fournisseur va te déprioriser. Et puis enfin, sois humain.
Ajoute-les sur WeChat, l'application chinoise. Envoie des messages occasionnels. Hello, comment tu vas? T'as mangé quoi ce soir, etc. Ça peut paraître fou, mais montre des photos de ta vie. Crée une vraie relation. Pas juste business. Et du coup, quand tu auras un problème urgent, ils vont te prioriser. Parce que t'es pas juste le client numéro 247. Tu es leur ami. Tu es leur partenaire. Puis enfin, garde des alternatives. Maintenant, un conseil contradictoire ne dépend jamais d'un seul fournisseur. Même si tu as une super relation avec lui, garde toujours 2 fournisseurs en backup. Parce que les choses, elles peuvent vite arriver. Ils ferment, ils ont des problèmes de production, ils augmentent leur prix pour X ou Y raison, leur qualité baisse. Si tu as des alternatives, tu pourras switcher rapidement. Bon, on vient de couvrir les fondations. Tu comprends maintenant le choix de marque orienté profit vs vision, les différents niveaux de business, de voir le business comme un jeu vidéo, le 1-1-1 framework que je t'ai expliqué, les 4 non négociables produits et surtout comment sourcer et fabriquer correctement, et puis également la rentabilité unitaire. Ça, c'est les bases. Maintenant, on va passer un petit peu au niveau supérieur. On va parler product et surtout brand. Comment construire une identité de marque qui crée de la loyauté? Augmenter la valeur de vie de tes clients et faire en sorte que tes clients deviennent de vrais ambassadeurs. Alors, on va parler du branding. Tout le monde a une opinion différente sur le branding. Tout le monde a une définition même différente du branding. Je vais te donner la seule définition dont tu as besoin. Le branding, c'est une connexion délibérée entre des éléments à travers un résultat. C'est tout. C'est tout ce que tu as à retenir. Alors, laisse-moi décomposer ça. Un exemple classique avec Coca-Cola serait, on a le produit, donc Coca-Cola, la boisson, l'action, le fait de le boire, le résultat, la sensation agréable et rafraîchissante, la connexion, Coca-Cola égale sensation agréable et rafraîchissante, et du coup, la prochaine fois que tu veux du rafraîchissant, tu vas penser à Coca-Cola. Et ça, c'est le branding. C'est aussi simple que ça. Le branding, c'est pas magique, c'est pas du feeling abstrait, c'est quelles associations tu veux créer dans l'esprit de ton client et comment les créer de manière délibérée et répétée. Alors maintenant, il y a une nuance importante. Le branding arrive toujours, que tu le veuilles ou non. Si tu ne fais rien, ton audience va quand même créer des associations avec ta marque. Elles seront juste peut-être aléatoires. Notre objectif, c'est d'avoir un bon branding. Le branding, c'est une connexion délibérée de ton business avec des choses que ton audience aime. Le mauvais branding, c'est une connexion avec des choses que ton audience déteste. Chaque connexion a des résultats positifs et négatifs, parce que tout le monde est différent. Mais ton job, c'est de maximiser les connexions qui plaisent à ton audience idéale. Pas à tout le monde, juste à tes clients, à ton audience, à ton avatar. Maintenant qu'on comprend ce que c'est le branding, parlons de comment construire ton identité de marque. Et pour ça, j'ai un framework en 3 parties. Je l'appelle The Brand Trinity. Les 3 éléments, la mission, les valeurs et les obstacles. Laisse-moi t'expliquer. L'élément 1, la mission, c'est ta mission. Ta mission, c'est où va ton bus? Qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est ton pourquoi fondamental, on en parle beaucoup, c'est ton why. Ta mission doit être simple, claire, inspirante et surtout actionnable. Une mauvaise mission serait révolutionner l'industrie du bien-être. C'est trop vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bonne mission serait rendre le sommeil de qualité accessible à tous. Ça, c'est clair. Je comprends. Je peux me rallier à ça. Je peux me rallier à cette cause. Un bon énoncé de mission doit faire que quelqu'un dise « Oui, je veux supporter ça. Je veux faire partie de cette brand. » Exemple, notre mission est de rendre les cosmétiques naturels accessibles pour les femmes qui refusent les produits toxiques. C'est clair, c'est simple, c'est ralliant. L'élément numéro 2, tes valeurs. Tes valeurs, ce sont les croyances importantes qui guident tes décisions. Tu dois avoir 3 à 5 valeurs maximum. Si tu as trop de valeurs, ça va diluer ton message. Voici quelques exemples de valeurs que tu pourrais adapter à ta marque. Pour une marque éco-responsable, ça pourrait être la durabilité, la transparence, la qualité, la communauté. Pour une marque de performance, je pense au sport, ce serait par exemple l'excellence, l'innovation, les résultats, l'authenticité également. Tes valeurs, c'est ce qui te définit. Et c'est vraiment critique parce que tes valeurs, elles vont être testées régulièrement. Et la façon dont tu réagis quand elles sont testées, c'est ça qui va construire ta brand. On arrive au 3e élément, les obstacles. Il y a un truc magique. À chaque fois qu'un obstacle menace ta mission ou tes valeurs, tu as une opportunité en or pour raconter une histoire et renforcer ta marque. Un exemple réel serait une marque éco-responsable qui découvre que leur entreprise d'expédition utilise du plastique pour 1% de leurs commandes, par exemple. Le problème, c'est que leur nom, c'est littéralement EcoBrand, donc une marque éco-responsable. Et leur valeur numéro 1, c'est 0 déchet. Alors, ils calculent. Changer de warehouse, ça voudrait dire dépenser 10 000 euros. Ça voudrait dire 10 000 euros de coût. Ils ont l'option A, fermer les yeux et sauver 10 000 euros et ne rien dire à personne. Ou l'option B, changer de warehouse, changer d'entreprise d'expédition et perdre 10 000 euros. Ils choisissent l'option B et ils envoient un email à leur liste client. Hello, on doit fermer le shop pendant 2 semaines, on change de warehouse et ça va nous coûter 10 000 euros. Mais on refuse d'utiliser du plastique, même pour 1% de nos commandes, on revient bientôt, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Le résultat, c'est que la communauté adore. C'est pour ça qu'on vous supporte. Vous avez nos valeurs.
On attend votre retour. La valeur perçue de ta marque a explosé. La leçon, c'est que les obstacles ne sont pas des problèmes. Les obstacles sont des opportunités. Chaque fois que tu dois faire un sacrifice pour rester fidèle à tes valeurs, raconte cette histoire. C'est ça qui construit la connexion profonde. La plupart des marques, elles auraient fermé pour économiser 10 000 $. Les grandes marques font le sacrifice et le communiquent. Alors, récapitulons. La Brand Trinity, on a la mission, où est-ce que tu vas, ton pourquoi. On a ensuite tes valeurs, les croyances qui te guident, et puis ensuite les obstacles, les tests de tes valeurs, ce qui va te permettre de raconter des histoires. Ces 3 éléments ensemble créent une marque avec un véritable culte autour d'elle, et c'est ça qu'on veut retenir. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on communique tout ça? On arrive à ma partie préférée, le storytelling. Le storytelling, c'est le véhicule de l'émotion. À chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, c'est une décision émotionnelle d'abord et justifiée logiquement après. Donc, si tu comprends que storytelling est égal véhicule des émotions, tu comprends que c'est une de tes armes les plus puissantes aujourd'hui pour vendre et encore plus en 2026. Maintenant, comment raconter une bonne histoire? Il y a un framework universel pour toutes les bonnes histoires. Ça vient d'un scénario de légende qui a écrit The Social Network, de West Wing, etc. Le framework, c'est intent, obstacle, résolution. Alors, décomposons. L'intent, c'est ce que le personnage veut. L'obstacle, c'est ce qui l'empêche de l'obtenir, et la résolution, c'est comment est-ce qu'il va gérer l'obstacle, plus ce qu'on apprend de lui. Un exemple classique serait l'intent, le prince qui veut sauver la princesse. L'obstacle, un dragon qui bloque le chemin. Et la résolution, le prince qui combat le dragon avec courage. Et ce qui est révélé à travers cette histoire, c'est le caractère du prince. Il est brave, il est prêt à risquer sa vie par amour. La règle d'or, c'est le caractère d'une personne n'est révélé que quand elle est testée par un obstacle. C'est la même chose pour ta marque. Ta marque, c'est un caractère. Tes valeurs, c'est le caractère. Les obstacles, c'est les tests. La manière dont tu réagis face à ces obstacles révèle qui tu es vraiment. Et cette histoire, c'est ce qui connecte avec ton audience. Alors, appliquons ça à ta marque. Ta marque, c'est le personnage principal. Le grand récit, c'est la série TV. Ta mission globale, l'arc narratif principal. Les micro-histoires, c'est les épisodes. Chaque obstacle est une opportunité de raconter une histoire. Chaque fois que tu racontes une histoire qui résonne, la fusion de connexion devient plus forte. Et un jour, tu te retrouves avec des gens qui achètent sans hésiter, défendent ta marque, recommandent même ta marque à leurs amis. Et c'est pas de la magie, c'est le résultat d'un storytelling consistant. Maintenant, comment tu pratiques? Alors, c'est simple. L'étape numéro 1, ça va être d'identifier ta mission. Ensuite, identifie tes valeurs. Et en 3, chaque fois qu'un obstacle arrive, raconte cette histoire, raconte cet obstacle. Et puis ensuite, répète, répète, répète. Dans les mails, dans les ads, dans les posts, en organique sur Instagram, dans ta landing page, partout. Alors au début, tes stories, elles seront moyennes. C'est normal. Mais avec le temps, tu vas devenir excellent. Mais pour ça, il faut commencer maintenant. Ok, on a vu la théorie du storytelling. Maintenant, comment tu crées ton brand story? J'ai 10 questions pour toi. Ces questions, si tu y réponds honnêtement, vont te donner toute la matière dont tu as besoin pour raconter ton histoire. Alors, prends un moment après cette masterclass pour vraiment t'asseoir et répondre à ces questions. La question numéro 1, pourquoi as-tu créé cette marque? Okay. Pas la raison bullshit que tu dirais à un investisseur. La vraie raison, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? La question numéro 2, quel est le problème personnel que tu as rencontré? Les meilleures marques naissent d'une frustration personnelle. Tu as vécu quoi qui t'a fait dire « il faut que je crée cette solution-là » La question 3, comment as-tu découvert la solution? Quel a été le déclic? Le moment où tu t'es dit « voilà, c'est ça la réponse ». Question 4, qu'est-ce qui rend ta solution unique? Quel est ton mécanisme unique? Pourquoi ton produit n'est pas celui des concurrents? Qu'est-ce qui fait que tu es différent? La question numéro 5, quels obstacles as-tu surmontés? On a parlé des obstacles tout à l'heure, lesquels as-tu affrontés? Lesquels t'ont testé? La question 6, quelles valeurs guident tes décisions? Reviens à tes 3-5 valeurs essentielles. Comment elles influent vraiment ce que tu fais au quotidien? Question 7, comment ton produit améliore réellement la vie des gens? Pas juste ça résout X problèmes. Comment leur vie a changé après avoir utilisé ton produit? L'identité de la personne qu'ils deviennent avec ton produit. Question 8, quelle est ta vision au long terme? Et ça, c'est très important. Dans 5 ans, 10 ans, où est-ce que tu veux que cette marque soit? Quel impact tu veux avoir eu? La question numéro 9, qu'est-ce qui te différencie vraiment? Et c'est différent du mécanisme unique. Au-delà du produit, toi, en tant que fondeur, qu'est-ce qui fait que tu es unique? Et puis la dernière question, pourquoi les gens devraient-ils te faire confiance à toi? Qu'est-ce qui prouve que tu es légitime, que tu vas délivrer ta promesse? Et ces 10 questions, si tu y réponds, tu as ta brand story. Maintenant, il faut juste la raconter, encore, encore et encore. Dans tes mails, dans ton packaging, sur tes réseaux sociaux, partout. Partout où c'est pertinent. Alors parlons justement de où raconter ces histoires. Parce que tu peux avoir la meilleure histoire du monde, si personne ne l'entend, ça ne sert à rien. Voici les canaux principaux où tu dois intégrer ton storytelling. Le premier canal, ce sont les emails. C'est ton canal numéro 1 pour raconter ton histoire. Dans ta Welcome Series, par exemple, qui tu es, pourquoi est-ce que tu as créé la marque, puis ensuite tes valeurs, tes missions dans des emails suivants, tu racontes les obstacles surmontés, et puis dans ta newsletter hebdomadaire, tu partages les behind the scenes, des challenges que tu as affrontés, des wins, des fails, tout ça va créer de la connexion. Le canal numéro 2, le packaging, et ça c'est important. Quand quelqu'un reçoit ton produit, qu'est-ce qu'il trouve dans ta boîte?
un insert avec ta brand story, une thank you card avec ta mission, un message du fondeur, ça coûte quasi rien, mais l'impact est vraiment énorme. Le canal numéro 3, ton site. Ton site ou ta page About, peu importe. La page About sur ton site, c'est pas juste une bio corporate. C'est une opportunité de raconter ton histoire, qui tu es, pourquoi tu fais ça, ce que tu défends, en plus des éléments comme la FAQ qui peuvent être sur la page produit par exemple. Les gens lisent ces informations, surtout avant d'acheter une première fois. Ils veulent avoir confiance en toi. Le canal numéro 4, les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, peu importe. Derrière les coulisses, Founder Story, Team Stories, Customer Stories, tout ça renforce ton image de marque. Le dernier point, les thank you pages. Après qu'ils aient acheté, qu'est-ce qu'ils voient? Juste merci pour votre commande ou tu profites de ce moment pour réintégrer ta mission, les remercier de supporter ta vision ou même les inviter à rejoindre ta communauté? Chaque point de contact est une réelle opportunité. Ne la gaspille pas avec du contenu générique. Utilise-la pour renforcer l'histoire de ta marque. Ok, récapitulons cette section 2. On a vu le branding, c'est une connexion délibérée entre des éléments à travers un résultat. On a vu la brand trinity, mission, valeur, obstacle. On a vu que le storytelling, c'est le véhicule de l'émotion. Et on a vu où placer justement ces histoires dans tes points de contact. Maintenant, tu as ton produit, tu as ta marque et tu as ton histoire. Il est temps de lancer tout ça. Et c'est là que ça devient excitant. Parce que ce que je vais te montrer maintenant, c'est la stratégie qui a permis à des marques de passer de 0 à plusieurs millions en moins d'1 an. Sans brûler des centaines de milliers d'euros en ads, sans payer des influenceurs 10 000 euros par poste, juste en utilisant intelligemment Meta Ads. Parlons maintenant de comment est-ce que le jeu a changé avec Meta Ads. Parce qu'il y a 5-6 ans, Facebook Ads, Meta Ads maintenant, c'était facile. Des coûts par acquisition, des CPM à 3-5 euros, tu lançais une campagne, ça marchait. Aujourd'hui, c'est des CPM à 20-30 euros, iOS 14 qui a tout cassé, le tracking est mort, on parle d'Andromeda et la plupart des marques galèrent. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit. Les marques qui performent aujourd'hui ne font pas ce que les autres font et surtout ne font pas ce que tous les formateurs t'expliquent. L'ancien modèle, donc ce qui ne marche plus, c'est tu lances une campagne, tu targetes les femmes de 25 à 45 ans intéressées par le fitness, tu balances une pub avec ton produit, achète maintenant, 20% off, et le résultat, des CPM élevés, des CTR faibles, une conversion pourrie, tu perds de l'argent. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que tout le monde fait ça. Et les gens sont blindés de pubs comme ça parce que tout le monde t'apprend à faire ça. Ils scrollent, ils ne cliquent pas. Mais il y a un nouveau modèle. Et ce modèle, il cartonne. Tu comprends d'abord à quel niveau de conscience ton audience est. Tu crées du contenu, pas de la pub. Tu testes 20, 50 créatives différentes. Tu laisses Meta apprendre, tu scales ce qui marche et tu bâtis une machine. Pas une campagne qui clignote pendant 2 semaines, une machine qui tourne pendant des mois. Et ce que personne ne te dit aujourd'hui, c'est qu'en 2026, Meta Ads, 20% c'est de la stratégie de campagne et 80% de créative, de contenu, de à quel point tu es capable de produire en quantité et en qualité, plus que les autres, avec un message, un angle qui résonne plus que les autres. Si tes créatives sont nulles, tu peux avoir la meilleure stratégie de campagne du monde, tu vas perdre de l'argent. Si tes créatives sont excellentes, même avec une stratégie moyenne, voire nulle, tu vas faire du profit. C'est pour ça qu'on va passer la majorité de cette section sur les créatives. Mais d'abord, je dois t'expliquer un concept fondamental. Un concept qui vient d'un des plus grands copywriters de tous les temps, Eugène Schwartz. Les niveaux de conscience. Alors, Eugène Schwartz, il a écrit un livre qui a changé le marketing pour toujours, Breakthrough Advertising. Dans ce livre, il explique que tous les clients potentiels sont à des niveaux de conscience différents par rapport à leurs problèmes et à ta situation. Et selon leur niveau de conscience, tu dois leur parler différemment. Si tu parles au mauvais niveau, tu perds de l'argent. Si tu parles au bon niveau, tu imprimes de l'argent. On a le niveau 1, unaware, donc l'inconscient. La personne ne sait même pas qu'elle a un problème. Exemple, tu vends un supplément pour améliorer la qualité du sommeil. Quelqu'un au niveau de nowhere, donc inconscient, il va dire mon sommeil, mais moi ça va. Ils dorment mal, mais ils pensent que c'est normal. Ils n'ont aucune idée qu'il y a un problème. Comment est-ce que tu vas parler à ces gens-là? Tu dois d'abord les éduquer sur le problème. Savais-tu que dormir moins de 7 heures par nuit augmentait ton risque de maladie cardiovasculaire de 4% par exemple? Tu crées de l'awareness du problème. Puis ensuite, on a le niveau 2, problem aware. Ils sont conscients du problème. La personne sait qu'elle a un problème, mais elle ne sait pas qu'il existe une solution réelle. Exemple, oui, je dors mal, je me réveille fatigué tous les jours, c'est chiant. Mais elle pense que c'est juste comme ça, que c'est normal. Comment est-ce que tu vas parler à ces personnes-là? Tu introduis l'idée qu'une solution existe. Et si je te disais qu'il existe une façon naturelle d'améliorer la qualité de ton sommeil en 14 jours? Tu vas créer de l'espoir pour ces personnes-là. Ensuite, on a le niveau 3, solution aware. Ils sont conscients de la solution. La personne sait qu'il y a un problème, elle sait qu'il y a des solutions, mais elle ne connaît pas ta solution spécifique, ton produit. Exemple, oui, je sais que le magnésium aide à dormir. J'ai entendu parler de la mélatonine aussi, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Elle connaît des solutions génériques, mais elle ne connaît pas ton produit. Comment est-ce que tu lui parles? Tu montres pourquoi ta solution est différente et meilleure. Contrairement au magnésium classique qui a 4% d'absorption, notre formule brevetée à 92% d'absorption, elle marche pour X, Y raison. Tu te différencies.
D'accord? Le niveau 4, product aware. Ils sont conscients qu'il y a un produit pour leur problème. La personne connaît ton produit, mais elle hésite encore. Oui, j'ai vu donc, ton nom de marque, ça a l'air cool, mais je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Elle a besoin de preuves. Comment est-ce que tu vas parler à ces personnes-là? Alors, on a le social proof, testimonials, résultats, garanties, etc., où plus de 47 000 personnes ont amélioré leur sommeil avec donc, ton produit. Voici telle personne qui dort mieux maintenant 8 heures par nuit grâce à ton produit, et tu enlèves les objections. Puis on a le niveau 5, le must aware. C'est le niveau le plus conscient. La personne connaît ton produit, elle veut l'acheter, elle attend juste le bon moment, une promo, un trigger. Comment est-ce que tu vas parler à ces personnes-là? Tu vas faire de l'urgence et de l'offre. Dernière 48 heures pour profiter des 20% de réduction. Livraison gratuite. Tu crées l'impulsion d'achat. Et voilà pourquoi c'est crucial pour tes publicités. Chaque niveau de conscience est égal à un type de créative différente. Si tu fais de la pub must aware, urgence, promo, achète maintenant à quelqu'un qui est unaware, ça ne marchera jamais. Ils vont scroller parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Et si tu fais une pub unaware, donc éducation sur les problèmes, à quelqu'un qui est déjà product aware, ça va les ennuyer. Oui, je sais déjà tout ça, je ne sais pas pourquoi il me montre ça en plus, etc. C'est ton job, c'est de créer des créatives pour chaque niveau de conscience et de laisser Meta montrer la créative à la bonne personne. Voici la répartition typique de ton audience. Les unaware, ils représentent jusqu'à 50%. Les problem aware, entre 20 et 30%. Les solution aware, entre 15 et 20%. Product aware, jusqu'à 10%. Et most aware, entre 1 et 5%. La majorité de ton audience est unaware ou problem aware. Donc la majorité de tes créatives doivent être pour ces niveaux de conscience-là. Mais la plupart des marques font l'inverse. Elles font 90% de leurs créatives must aware. Achète maintenant, voici telle offre, 20%. Et elles se demandent pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Parce qu'elles ont vu ça dans des formations génériques, on leur a dit de faire des offres. Bon, je sais, c'est dense, mais c'est le concept le plus important de toute cette section. Si tu comprends les niveaux de conscience, tu as une longueur d'avance massive sur 95% des marques e-com aujourd'hui en 2026. Ok, maintenant qu'on a ça, parlons créative stratégie. On arrive au cœur de Meta Ads en 2026, les créatives. Écoute-moi bien. Comme je te le disais, tes créatives sont responsables de 80% de tes résultats. Pas ta stratégie de campagne, pas ton budget, pas ton targeting, tes créatives. Si tes créatives sont bonnes, Meta va les montrer. Les gens vont cliquer et acheter. Si tes créatives sont nulles, peu importe combien est-ce que tu dépenses, ça ne marchera pas. Donc on va passer un peu de temps là-dessus. Et il y a une règle, la règle d'or des créatives. Et cette règle, c'est ne fais pas de la pub, fais du contenu. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi la différence? La pub, donc ce qui marche plus, c'est une vidéo hyper produite, studio, professionnel, acteur qui lit un script, etc. avec une musique dramatique, achète maintenant. Le résultat, les gens scrollent parce qu'ils voient que c'est une pub, alors que le contenu, lui, c'est des vidéos filmées à l'iPhone, UGC, personnes réelles qui parlent nativement, yo, regarde ce que j'ai découvert, etc., qui fait un TikTok. Et là, les gens s'arrêtent, ils regardent, parce que ça ressemble à du contenu organique. Et c'est ça le secret en 2026. Les meilleurs créatifs Meta Ads ne ressemblent absolument pas à des pubs. Il faut que ça se fonde dans le feed. Elles ressemblent à du contenu TikTok, elles ressemblent à du contenu Instagram, des réels qu'on voit nous tous les jours. Alors, maintenant, comment est-ce que tu crées ces créatives? Il y a un process exact. Étape 1, crée un brief créatif. Pour chaque niveau de conscience, tu crées un brief. Un exemple pour les unaware, ce serait de faire un hook. Pourquoi tu te réveilles fatigué même après 8 heures de sommeil? L'angle serait donc l'éducation sur le problème du sommeil de mauvaise qualité. Et le format, un talking head, une personne face caméra, et ça va durer plus ou moins 30 secondes avec un call to action doux. Pas de vente directe, juste un en savoir plus. Un exemple pour quelqu'un qui serait plus product aware, ce serait « J'ai testé ton produit pendant 30 jours, voici ce qui s'est passé » avec un angle témoignage, avis authentique, etc. Un format avant-après et avec un CTA fort. Essaye-le maintenant. Tu dois créer des briefs pour absolument chaque niveau de conscience. La deuxième étape, ça va être la production en volume. Alors, la vérité, c'est que tu ne sais pas quelle créative va marcher. Même les meilleurs créateurs de contenu ont un taux de succès de 20-30%. Ça veut dire que 80% des créatives vont échouer. Donc la solution, c'est de faire du volume. Tu dois tester 20-50 créatifs par mois minimum. Oui, mais attends, c'est beaucoup. Oui, mais c'est comme ça que tu y gagnes. Alors, comment est-ce que tu peux produire autant aujourd'hui? La première option, ça va être les créateurs UGC. Tu payes un créateur 50-150 € par vidéo ou tu utilises l'IA, même aujourd'hui, qui se développe énormément. On a des outils d'ailleurs comme Arcade.ai, à condition de bien comprendre les mécanismes IA. Et il faut que ce soit authentique et rapide à produire. Tu leur donnes un brief, ils créent, tu testes. La deuxième option, en interne. Toi ou même ton équipe, quand tu commences, tu te filmes toi-même. iPhone, lumière naturelle, tu vas dehors, dans ta cuisine, tu parles face caméra. Ça prend 30 minutes pour filmer 5 variations. Et ça, il y en a trop peu qui le font. L'option C, c'est l'option un peu hybride. UGC pour le volume et en interne pour le contrôle et la qualité. Mon conseil serait de commencer avec l'option A, 10-20 créateurs UGC ou de l'IA et tu testes massivement. Une fois que tu vois que ça marche, tu double down, tu fais plus, encore plus. L'étape 3, l'anatomie d'une winning créative. Qu'est-ce qui fait qu'une créative performe vraiment?
On a plusieurs éléments clés à analyser. On a d'abord le hook, donc les 3 premières secondes. C'est le truc le plus important. Si les 3 premières secondes ne captivent pas, les gens scrollent. Game over. Quels sont les types de hooks qui marchent? On a le pattern interrupt. Arrête de faire ça si tu veux dormir. Ce que personne te dit sur le magnésium. Ou la question provocante, pourquoi un simple supplément ne marche pas? Tu fais cette erreur chaque soir. On a l'affirmation forte, j'ai dormi 4 heures par nuit pendant 10 ans, le magnésium que tu prends est inutile. On a le gap de curiosité, cette femme a changé une chose et le secret que les docteurs ne veulent pas que tu saches. Teste 5, 10 hooks différents pour la même créative. Souvent, juste changer le hook peut te faire passer d'une créative qui flop à une créative littéralement gagnante. Ensuite, on a le corps de la pub, le milieu de la vidéo. Raconte une histoire, pas une liste de caractéristiques. Un mauvais exemple serait notre produit contient du magnésium, du glycinate, du zinc et de la vitamine B6. Et ça aide à dormir. Bon, bah, ça, c'est ennuyeux. Les gens, ils vont scroller. Un bon exemple serait, pendant 2 ans, je me réveillais à 3 heures du matin chaque nuit. Okay, j'étais épuisé, mon médecin m'a dit que c'était du stress, etc., etc. Puis j'ai découvert que mon corps ne pouvait pas absorber le magnésium normal, et donc j'ai découvert tel produit et j'ai changé pour... Et là, tu nommes ton produit. Exemple de résultat, première nuit, 7 heures d'affilée, ça fait maintenant 3 mois que je dors comme un bébé, etc., etc. Là, il y a une histoire, il y a de l'émotion, et c'est quelque chose dont il relate, okay, et ça performe. Et puis tu fais un call to action qui dépend du niveau de conscience. Si c'est inconscient, conscient du problème, tu fais un CTA doux, en savoir plus. S'ils sont conscients de la solution et du produit, tu fais un CTA moyen. Et s'ils sont très conscients, tu fais un CTA très fort. Achète maintenant avec moins 20%, c'est les dernières heures pour profiter de cette offre. Mais ne mets pas un CTA très conscient sur une créative inconsciente. Ça va tuer la performance. Maintenant que tu connais l'anatomie, voici les 5 principes qui vont faire passer tes créatives au niveau supérieur. Ces principes viennent de 6 ans d'expérience à scaler des marques à plus de 10 millions par an. Le principe numéro 1, l'attention est roi. Si 5% de tes impressions consomment ton contenu versus 2%, tu as plus que doublé tes résultats. Même budget, même produit, juste plus d'attention. Donc arrête de passer tout ton temps sur la stratégie de campagne. Passe 80% de ton temps sur les 3 premières secondes. Le hook, c'est là que tout se joue. Et j'insiste là-dessus. Si ton hook est mauvais, le reste n'aura plus aucune importance. Et surtout, n'essaie pas de voler l'attention avec des gimmicks visuels. Gagne l'attention en étant pertinent. Comment est-ce que tu pourrais être pertinent? C'est en comprenant exactement qui est ton client idéal, ses frustrations, ses désirs, son langage. Si tu peux articuler ça de manière concise et précise, les bonnes personnes s'arrêteront et les mauvaises personnes, elles, scrolleront. Et c'est exactement ce que tu veux. Le deuxième principe, la première impression compte. La plupart des gens ne vont pas regarder toute la vidéo, donc la première impression doit être positive. Et beaucoup de gens font cette erreur classique de vendre par exemple une marque de soins capillaires qui vend un produit contre la chute de cheveux. Les créateurs UGC vont montrer une brosse avec des cheveux dessus. Le problème, c'est le résultat. L'association négative immédiate. Les gens, ils vont scroller parce que c'est négatif. Pire encore, ils associent cette image négative à la marque. Et maintenant, chaque fois qu'ils voient une pub de cette marque, ils se souviennent de cette image et ils scrollent automatiquement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Montrer le résultat. Des cheveux épais, brillants, dès le départ. Le résultat, dès le départ. L'identité de la personne, dès le départ. Le rêve. L'association positive. Maintenant, même s'ils ne regardent pas toute la vidéo, ils ont une bonne impression de la marque. Et la prochaine fois qu'ils vont voir une pub, ils seront ouverts à la regarder. Ça, c'est jouer long terme. Le troisième principe, tout doit être sans effort à consommer. Les gens ne donnent pas le meilleur cerveau aux réseaux sociaux. Ils donnent le pire cerveau. Ils scrollent fatigués, en pause café, aux toilettes, avant de dormir. Donc tu dois simplifier. Il faut tout simplifier. Si à un seul moment, ton audience doit réfléchir pour comprendre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vends ou même ton offre, tu vas les perdre. Et ça veut dire quoi concrètement? Phrase courte, pas de paragraphe, mots simples, pas de jargon technique, une progression logique, chaque phrase mène naturellement à la suivante, pas de saut. Si tu changes de sujet, tu dois faire une transition claire. Le flow doit être aussi fluide que la personne glisse à travers ton contenu sans jamais te demander « Attends, c'est quoi le rapport ?» Le principe numéro 4 évoque les émotions positives. À la fin de ta vidéo, comment est-ce que les gens doivent se sentir en plus du début? Inspirés, motivés, soulagés, heureux? Choisis une émotion positive et structure ta créative pour évoquer cette émotion à la fin. Pourquoi? Parce que les gens vont associer cette émotion à ta marque. Et la prochaine fois qu'ils verront ton nom, cette émotion reviendra. Et ils seront ouverts à consommer plus de contenu, un peu à l'instar de ce qu'on a vu juste avant. Versus, si tu les fais se sentir anxieux, stressés, négatifs, ils vont éviter ta marque. Exemple, une créative qui finit par « si tu ne fais rien, ça va empirer » versus « imagine te réveiller demain en te sentant plein d'énergie pour la première fois depuis des années ». Laquelle va mieux performer à long terme? Évidemment, la deuxième. Toujours. Le cinquième principe rend ton audience plus intelligente. Et trop peu de gens le font sur le marché francophone. Chaque créative doit enseigner quelque chose. Même quelque chose de très petit. Parce que, ça va évoquer quelque chose de positif, justement. Ils vont apprendre. Ensuite, ça va démontrer ton autorité. Et ça va surtout créer de la confiance. Et la confiance, c'est le plus gros levier en e-commerce. L'exemple d'une mauvaise créative, ce serait « notre magnésium est le meilleur, achète-le maintenant ».
Une bonne créative serait « Savais-tu que 75% du magnésium vendu n'est pas absorbé par ton corps? Voici comment savoir si le tien marche vraiment. » La deuxième créative, elle t'a rendu plus intelligent. Tu as appris quelque chose. Et maintenant, tu vois cette marque comme une autorité, pas juste un vendeur. Donc chaque fois que tu crées une créative, demande-toi « Est-ce que mon audience va apprendre quelque chose avec cette créative ?» Si la réponse c'est rien, refais la créative. La quatrième étape, le format vidéo. Quel format fonctionne le mieux aujourd'hui? Alors on a le 9/16e, donc le format réel, feed Instagram, story, TikTok réel, etc. C'est le format natif mobile. Ça prend tout l'écran, l'engagement est vraiment maximum. Ensuite, on a le format carré, donc 1/1. C'est bien pour plutôt les feeds de Facebook, les feeds d'Instagram, etc. C'est polyvalent et ça fonctionne partout. La cinquième étape, la durée de la vidéo. Combien de temps est-ce qu'elle doit durer? Alors, ça va dépendre justement du niveau de conscience. Inconscient, conscient du problème, plutôt 30 à 60 secondes. Assez long pour éduquer, mais pas trop long pour perdre l'attention. Conscient de la solution et conscient du produit, plutôt 45-90 secondes. Tu peux aller plus long parce qu'ils sont déjà intéressés par ton produit. Et pour les très conscients, entre 15 et 30 secondes. Il faut que ce soit court et percutant parce qu'ils savent déjà, ils ont juste besoin d'un déclencheur. Mais voici le truc, Meta, il favorise les vidéos qui ont un haut taux de vue. Donc si ta vidéo fait 2 minutes et que les gens regardent 10 secondes, Meta va se dire cette créative, elle est nulle, elle ne performe pas, et arrêtez de la montrer. Donc, mieux vaut une vidéo de 30 secondes avec 80% de taux de vue, donc de rétention, qu'une vidéo de 2 minutes avec 20% de taux de vue. Garde bien ça en tête, c'est hyper important si tu veux que tes créatives performent. Ensuite, l'étape 6, ça va être de tester, tester et encore tester. Bon, ok, tu as fait 20 créatives et maintenant quoi? Eh bien, tu vas devoir tester. Alors, comment est-ce que je teste? Tu lances toutes tes créatives dans une campagne de testing, ABO ou CBO, en vrai, peu importe. L'important, ce sont les créatives, encore une fois, compte 10 ou 20 euros par créative par jour en moyenne et tu laisses tourner 3-5 jours. Puis ensuite, tu regardes les métriques. Le hook rate, donc les 3 premières secondes. Combien de gens s'arrêtent dans les 3 premières secondes de ta vidéo? Un bon hook rate serait de plus de 30%, un hook rate plutôt moyen entre 20 et 30% et un mauvais en dessous de 20%. Si ton hook rate est mauvais, le problème, c'est ton hook. Donc, change-le. Ensuite, on va regarder le hold rate, le pourcentage de vidéos regardées. Combien de pourcentage de la vidéo les gens regardent? Un bon hook rate serait de 50% en plus, un moyen entre 30 et 50 et un mauvais en dessous de 30%. Si ton hold rate est mauvais, le problème c'est ton contenu, donc le corps de ta vidéo. Rends-le plus captivant. Ensuite, on va regarder le CTR, donc le click-through rate. Combien de gens cliquent vers ton site? Un bon CTR serait de plus de 2%, un moyen entre 1 et 2 et un mauvais moins de 1%. Si ton CTR est mauvais, le problème est ton angle ou ton CTA. Pas assez convaincant. Ensuite, on va regarder le CPC, donc le coût par clic. Combien tu payes par clic? Ça dépend de ta niche, évidemment, mais en général, un bon coût par clic serait en dessous d'1 euro, un moyen entre 1 et 2 euros, et un mauvais coût par clic serait au-dessus de 2 euros. Ensuite, ton taux de conversion. Combien de pourcentage de personnes ont acheté après avoir cliqué? C'est la métrique finale. Un bon serait de plus de 3%, un moyen entre 1 et 3 et un mauvais en dessous de 1%. Si ton taux de conversion est mauvais, le problème n'est pas la créative, c'est ton site ou ton produit, ou même, je dirais, la connectivité entre ton site et ton produit. Après 3-5 jours, tu supprimes les créatives qui ne performent pas. Tu gardes les 20% qui performent le mieux, et là, tu scales. Maintenant qu'on a parlé des créatives elles-mêmes, parlons de quoi mettre dans ton calendrier de contenu. Parce que tu peux pas juste balancer des pubs au hasard. Tu as besoin d'une réelle stratégie. Et je vais te révéler la stratégie que j'utilise moi-même pour mes marques. Et cette stratégie, elle repose sur 3 piliers. Le pilier numéro 1, la vente. Ça, c'est l'objectif final. Mais attention, tu ne peux pas faire que de la vente. Sinon, les gens ils vont te détester, ils vont te prendre pour un dropshipper, etc. Ma recommandation, c'est de faire 2 offres par mois maximum. Exemple d'offre 1, la semaine 1 et 2 du mois. L'offre 2, la semaine 3 et 4 du mois. Et chaque offre dure 3 à 5 jours. Alors, qu'est-ce qui va faire une bonne offre? On n'en a pas encore parlé, mais c'est super important. Il y a 3 choses simples que tu dois comprendre et qui sont la base de tout. Alors, la première chose, c'est la simplicité. Pourcentage off, livraison gratuite, bundle, 1+1 acheté. Il faut que tu gardes ça simple, il faut que la personne comprenne directement. La deuxième raison, pourquoi est-ce que tu fais cette offre maintenant? Date de calendrier, sur stock, lancement de nouveaux produits ou juste tu t'es réveillé de bonne humeur? Donne une raison, ça aide les gens à justifier l'achat logiquement. Plus ton offre est justifiée, mieux ça fonctionne. Ensuite, la cadence. 2 offres par mois, un peu plus agressives égale le sweet spot. Plus que ça, les gens se sentent harcelés. Moins que ça, tu laisses littéralement de l'argent sur la table. Ensuite, le pilier numéro 2, l'éducation. Entre tes offres, il faut que tu éduques. Pourquoi? Parce que éducation égale valeur, valeur égale connexion, connexion égale autorité, autorité égale confiance, confiance égale vente. Alors, comment est-ce que tu vas créer du contenu éducatif? Pense en liste. Les 5 erreurs que tu fais avec ton sommeil, 3 façons d'améliorer ton énergie naturellement, 7 signes que tu manques de magnésium. Les listes fonctionnent parce que c'est facile à consommer, ça promet une valeur claire et les gens adorent les checklists. Et surtout, ton contenu éducatif préframe une offre. Exemple, semaine 1, éducation sur pourquoi le sommeil est important. Semaine 2, offre sur ton produit sommeil, par exemple. Les gens qui ont consommé ton contenu éducatif sont beaucoup plus susceptibles d'acheter parce que tu les as éduqués. Ensuite, le pilier numéro 3, l'histoire.
Les histoires connectent émotionnellement. Là où l'éducation connecte logiquement, les histoires vont connecter émotionnellement. Et tu as besoin des deux pour vendre. Mais quelles histoires tu vas devoir raconter? On en a déjà parlé dans la section 2, intention, obstacle, résolution, mais voici comment est-ce que tu peux appliquer ça à ton contenu. L'histoire du fondateur. Pourquoi est-ce que tu crées la marque? Les obstacles que tu vas surmonter, mets-les dans tes mails. Les histoires de clients, témoignages, transformations, mets-les également. Les histoires de produits. Comment tu as développé le produit, la marque? Comment est-ce que tu as choisi tel ou tel alignement ou tel ingrédient? Histoire de valeur, moment où tes valeurs ont été testées, comment est-ce que tu as réagi? Les histoires, c'est ce qui fait que les gens vont tomber amoureux de ta marque, pas de tes produits, tes histoires. Voici à quoi ça pourrait ressembler sous forme de calendrier. Semaine 1, lundi, histoire, mercredi, éducation, vendredi, éducation, puis la semaine 2, lundi, histoire, et puis mercredi, offre, sur 3 jours, et puis samedi, fin de l'offre. Semaine 3, par exemple, lundi, éducation, mercredi, histoire, vendredi, éducation, et semaine 4, de nouveau, on repart sur une offre avec un mail le lundi sur l'éducation et le mercredi sur l'offre, avec une fin d'offre le samedi également. Et tu répètes ça, en boucle, en boucle, en boucle. Ça, c'est la machine. Contenu, connexion, conversion. Et tu répètes sans cesse. Alors ensuite, on a le flywheel, ce qu'on appelle le flywheel. C'est quand ton système commence à se renforcer lui-même. Voici comment est-ce que ça marche concrètement avec Meta Ads. La première étape, tes créatives performent, tu as 5, 10 winning créatives, elles génèrent des ventes, tu as un coût par acquisition de 30 € par exemple, une moyenne de commande de 60 €, donc tu as un profit de 30 € par vente. L'étape 2, c'est de réinvestir dans plus de créatives. Avec le profit, tu payes plus de créateurs UGC. Tu produis 20 nouvelles créatives. La troisième étape, 20% de ces créatives fonctionnent. Sur 20 nouvelles, 4 deviennent des gagnantes. Maintenant, tu as d'entre 9 et 14 winning créatives. La quatrième étape, tu scales. Plus tu as de winning créatif, plus tu as de budget que tu peux dépenser. Tu passes de 1 000 € par jour à 3 000 € par jour. Ensuite, l'étape 5, plus de ventes est égal à plus de data. Plus tu as de ventes, plus Meta a de la data sur qui vient acheter chez toi. L'algorithme devient meilleur à trouver les clients idéaux. Et la sixième étape, ton coût par acquisition baisse. Parce que Meta est plus intelligent. Ton CPA baisse de 30 à 25. Et puis, enfin, la septième étape, plus de profit. Même valeur moyenne de commande, mais le CPA est plus bas, donc plus de profit par vente, de 30 à 35 €. La huitième étape, tu réinvestis encore plus, avec plus de profit. Tu produis encore plus de créatifs. Tu passes de 25 à 30 à 40 créatifs par mois. La neuvième étape, encore plus de winners. Et le cycle continue. Et c'est comme ça. Tu construis une bibliothèque de créatives. Après 6 mois, tu as plus de 50 winning créatives. Tu peux alterner, rafraîchir, tester même de nouvelles audiences. Et puis tu deviens imbattable. Les concurrents essayent de copier une ou deux de tes créatives, même les petits dropshippers qui commencent, mais ils ne peuvent pas suivre ton volume. Tu produis trop vite, trop bien. Et ça, c'est le flywheel. Au début, c'est lent. Tu testes et tu retestes. Tu as même beaucoup d'échecs d'ailleurs. Mais une fois que tu trouves tes premières créatives gagnantes et que tu mets en place un système de production, le flywheel commence à tourner. Et ça devient exponentiel. Ok, on a vu Meta Ads. On a vu qu'aujourd'hui, 80% du résultat, c'est les créatives et 20%, c'est de la stratégie. On a vu les 5 niveaux de conscience. Inconscient, conscient du problème, conscient de la solution, conscient du produit et même très conscient. On a créé des créatifs pour chaque niveau. On a fait de la créative stratégie, on a fait du contenu, pas de la pub, on a testé en volume, 20, 30, 40 créatifs par mois. On a fait des hooks, des corps de texte, des call to action adaptés à chaque niveau de conscience. On a vu les 5 principes créatifs, que l'intention est roi, que la première impression compte, que tout doit être sans effort à consommer, que ça doit évoquer des émotions positives et que ça doit rendre ton audience plus intelligente. On a vu également la stratégie de contenu, les 3 piliers, vente, éducation, histoire, faire 2 offres par mois et comment avoir un calendrier structuré. On a vu enfin le flywheel, comment faire des créatives performantes pour avoir plus de profit, pour avoir plus de créatives, plus de winners, pour scaler et pour avoir un cycle qui continue. Si tu ne fais pas ça, ton acquisition va exploser. Mais maintenant, parlons de ce qui arrive quand ton business scale vraiment. Parce que le scaling apporte de nouveaux problèmes, de bons problèmes, mais des problèmes quand même. Comment est-ce que tu vas gérer le cash flow? Comment construire une équipe? Comment préparer ton exit? Comment recruter, etc. Et ça, on va voir, c'est hyper important. Bon, on arrive à la partie où tu passes de 1 000 € par jour à 10 000 € par jour, puis à 50 000 € par jour en dépenses publicitaires. Mais avant de parler de comment augmenter le budget, parlons d'abord de ce qui arrive quand ça marche vraiment. Parce que beaucoup de gens pensent que, ok, j'ai trouvé le produit qui cartonne, je fais 5 000 € par jour, je vais juste monter le budget, et puis voilà. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Scaler, c'est pas juste monter le budget. Scaler, c'est répliquer le succès sur plusieurs axes. Et si tu le fais mal, tu peux tout casser. Si tu le fais bien, tu peux passer de 5 000 € par jour à 50 000 € par jour sans tout faire exploser. Je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne en 6 étapes, les 6 étapes de scaling. Alors, la première étape ou le premier axe, c'est la base. On va commencer par là, c'est comment est-ce qu'on va augmenter le budget méta sans tout faire cracher. Alors, la règle numéro 1, c'est de scaler les winners.
pas la campagne. L'erreur classique, c'est tu as une campagne qui performe à 50 € par jour, tu décides de la scaler. Tu passes le budget à 500 € par jour du jour au lendemain. Le résultat, c'est que ça va cracher. La campagne arrête de fonctionner du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que Meta a besoin de temps pour réapprendre. Mais alors, comment est-ce que tu vas faire? La méthode numéro 1, c'est le vertical scaling, donc augmenter le budget. Tu augmentes le budget de 20 à 30% tous les 2-3 jours pour pas trop brusquer l'algorithme. L'exemple, jour 1 à 3, 50 € par jour, jour 4, 65, jour 7 à 9, 85, jour 10 à 12, 110 € par jour, etc. etc. C'est lent, mais c'est stable. Okay. Méthode 2, la méthode horizontal scaling, donc dupliquer. Tu dupliques la campagne gagnante. Campagne 1, 50 € par jour. Campagne 2, dupliquer, donc 50 € par jour total à 100 € par jour. Tu peux faire ça 3 à 5 fois. Puis tu vertical scale chaque campagne. La méthode numéro 3, le creative scaling, ajuster les créatifs. Tu ajoutes de nouvelles créatives dans tes campagnes gagnantes. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que Meta a plus de variantes à tester. Et les nouvelles créatives peuvent attirer une audience différente. Alors ma recommandation, ce serait de combiner les trois. Vertical scale lentement, horizontal scale avec 2-3 duplications et enfin creative scale en ajoutant 5-10 nouvelles créatives par semaine. Ensuite, on a la règle numéro 2. Diversifie tes angles. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier créatif. Si tu as une créative qui cartonne avec l'angle témoignage, par exemple, c'est cool. Mais crée aussi un angle, par exemple, éducation, un angle avant-après, un angle problème-solution, un angle histoire au fondateur. Pourquoi? Parce que les créatives ont une durée de vie. Même les meilleurs vont fatiguer après 2 à 4 semaines. Les gens les ont vus. Ils scrollent. Si tu as plusieurs angles, tu peux alterner tes angles et tu peux proposer plus de solutions à ton audience. La règle numéro 3, le volume créatif massif. Et ça m'amène au point le plus important du scaling, le volume de créatives. On en a parlé avant, mais quand tu scales vraiment, le volume devient critique. Et si on parle de chiffres réels, si on en parler concrètement, si tu fais 1 000 € par jour, tu as besoin de 10-15 nouvelles créatives par mois. Si tu fais 5 000 € par jour, tu auras besoin de 30 à 50 nouvelles créatives par mois. Si tu fais 20 000 € par jour, tu auras besoin de jusqu'à 80 nouvelles créatives par mois. Et si tu fais plus de 50 000 € par jour, tu auras besoin de 100 à 150 nouvelles créatives par mois. Oui, c'est beaucoup, mais c'est le prix à payer pour scaler. Pourquoi autant? Parce que les créatifs fatiguent. Plus tu dépenses, plus vite elles fatiguent. Donc tu dois constamment alimenter la machine. Comment produire autant? Tu peux pas le faire seul. Tu dois construire une machine de production. Il faut tester en volume, mais pas juste plus de vidéos. Teste différents angles, comme je le disais, problème, solution, témoignage, éducation, mais aussi différents hooks, questions, affirmations, pattern interrupt, différents créateurs aussi, ça c'est important, hommes, femmes, jeunes, plus âgés. Ça va énormément jouer, différents formats aussi, face caméra, voice-over, démonstration. Plus tu testes, plus tu vas trouver tes angles gagnants. C'est mathématique, c'est comme ça. Si tu ne refreshes pas constamment, tu vas atteindre un plafond. Tes créatifs vont fatiguer et ton coût par acquisition va monter. Tu vas perdre de l'argent. Donc production constante est égale à scaling constant. Le deuxième axe de scaling, ça va être de multiplier ses produits quand tu arrives à un certain niveau. Ajouter d'autres produits. Mais attention, je ne parle pas du syndrome de l'objet brillant. Tu sais, le truc où tu vends un nouveau produit chaque semaine et tu veux tout lancer en même temps. Oh, ok, des brosses à dents, oh, des suppléments, oh, des vêtements, etc. Non. La bonne approche, ce serait de se dire, scale ton hero product à fond avant d'ajouter quoi que ce soit. Ton premier produit doit faire un minimum 500 000 € par an. Idéalement, même 1 million d'euros par an. Pourquoi? Parce que si tu ajoutes un deuxième produit trop tôt, tu vas diluer ton énergie, ton attention, ton cash, et les deux produits vont sous-performer. Ensuite, après, tu peux ajouter des produits complémentaires. Une fois que ton hero product tourne bien, tu ajoutes des produits qui s'adressent à la même audience, pas quelque chose de différent, pas une audience même différente. Exemple, si tu vends des compléments alimentaires pour le sommeil, ton hero product serait le magnésium, et des produits complémentaires seraient pour la mélatonine, pour une tisane relaxante, un masque de sommeil par exemple. Même client, même problème, mais des solutions différentes. Et ça, c'est intelligent. Versus quelqu'un qui vend du magnésium et maintenant je vais vendre des t-shirts. Ça, c'est stupide. C'est deux audiences totalement différentes, c'est pas le même angle, ça n'a rien à voir, et là tu te disperses. Et tes produits complémentaires, teste-les un par un. N'ajoute pas 5 produits en même temps. Ajoute-en un, teste-le pendant 2-3 mois, vois s'il performe. S'il performe, garde-le. S'il ne performe pas, supprime-le. Puis, ajoute le suivant. C'est comme ça que tu construis une gamme de produits solides. Le troisième axe de scaling, ça va être de diversifier tes marchés. Attaquer d'autres pays. Mais là encore, il y a une méthode. Quand est-ce que tu vas attaquer d'autres marchés? Quand tu fais minimum 100 000, 200 000, 300 000 € par mois sur ton marché principal. Pourquoi? Parce que attaquer un nouveau marché, ça demande du cash, donc pour le stock fatalement, et de l'attention pour adapter tes pubs. Surtout de la patience pour tester. Si tu es à 20 000 € par mois, tu n'as pas les ressources pour ça. Focus sur ton marché principal, c'est extrêmement important. Alors, comment est-ce que tu vas choisir tes marchés? Commence par des marchés similaires. Si tu es en France, va d'abord en Belgique ou en Suisse. Si tu es aux US,
va au Canada ou au UK ou même en Australie parce qu'ils auront la même langue ou alors ce sera très proche, ils auront la même culture ou ce sera très proche aussi, ils auront une logistique similaire et tu pourras dupliquer ta stratégie avec des ajustements mineurs. A contrario, si tu vends en France et que tu veux aller au Japon, la culture est complètement différente, la langue est différente, les méthodes de paiement sont même différentes. Ça va te coûter une fortune et ça va te prendre 10 fois plus de temps. La stratégie, c'est de dupliquer la recette. Une fois que tu choisis un marché, tu dupliques ce qui fonctionne déjà. Tes créatives gagnantes, tu les traduis. Tes angles marketing, tu les adaptes légèrement. Ta structure de campagne, tu la répliques tout simplement. Ne réinvente pas la roue. Si ça fonctionne en France, ça va probablement fonctionner en Belgique. Juste traduis et teste si les langues sont différentes, évidemment. Et fais attention aussi aux moyens de paiement. Chaque marché a ses préférences. Les Pays-Bas, il y a Ideal, l'Allemagne, il y a Sofort ou PayPal, même Klarna en Scandinavie et en Italie, il y a beaucoup de moyens de paiement à la livraison. Si tu n'as pas les bons moyens de paiement, tu vas perdre 30-50% de tes conversions. Donc, avant d'attaquer un marché, vérifie que même ton processeur de paiement supporte ces méthodes locales. Sinon, tu vas droit dans le mur. Le quatrième axe, ça va être de diversifier les plateformes. Ne reste pas seulement sur Meta. Teste d'autres plateformes parce que ça diversifie aussi ton risque. Si Meta te banne, tu ne meurs pas. Ça augmente ton volume total. Certaines audiences sont même seulement sur d'autres plateformes. Mais là, tu vas me dire quelle plateforme utiliser. Alors, on a Google Ads. C'est le meilleur pour les produits où il y a des forts volumes de recherche ou des mots-clés spécifiques, par exemple supplément, magnésium, brosse à dents, bambou, etc. Si les gens cherchent ton produit, Google va cartonner. Ensuite, on a Pinterest Ads. C'est bien pour des produits peut-être plus visuels, déco, mode, beauté, etc. Pour une audience féminine de 25 à 45 ans, Pinterest, c'est vraiment sous-estimé. Les CPM, ils sont d'ailleurs 50% moins chers que sur Meta, et les gens sur Pinterest sont en mode découverte. Ils cherchent activement des produits. Ensuite, on a TikTok Ads, bien pour peut-être les plus jeunes, plus fun, une audience de 18 à 35 ans, quoique aux US un peu plus âgés. TikTok Ads, c'est encore le Far West. Il y a moins de compétition que Meta, les CPM sont plus bas, mais la plateforme est beaucoup moins mature. Donc teste avec 500 ou 1000 euros par mois et vois ce qui se passe. Ensuite, on a Snapchat Ads, une audience beaucoup plus jeune, entre 16 et 25 ans. Et si ton produit s'adresse à cette tranche-là, teste. Sinon, tu skippes. La stratégie, c'est la même, c'est dupliquer ce qui fonctionne déjà. Ne crée pas de nouvelles créatives pour chaque plateforme. Prends les créatives méta gagnantes que tu as déjà réalisées et duplique-les sur les autres plateformes. Fais des adaptations minimales. Par exemple, le format, tu passes en 1.1 ou en 9.16. La durée, pour TikTok, tu vas faire quelque chose d'un peu plus court. Si ça marche sur Meta, ça va probablement marcher ailleurs. Teste avec un petit budget, comme je le disais, mais par plateforme. Si ça marche, tu scales et si ça marche pas, tu kills. Le cinquième axe, ça va être d'optimiser tes partenaires. Et on en parle trop peu. Parce que ton business n'existe pas sans ton fournisseur, sans ton agence, si tu en as une, et sans même tes processeurs de paiement. Ou même, je dirais, ta banque. Et quand tu scales, ces partenaires, ils peuvent devenir tes principaux goulots d'étranglement. Il y a des questions à se poser, par exemple, à ton fournisseur. Est-ce qu'il peut suivre si je double mon volume? Est-ce que ses prix sont compétitifs? Est-ce qu'il livre à temps? Est-ce que je peux lui faire confiance sur le long terme? Si la réponse est non à une de ces questions, c'est qu'il y a un problème. Parce que si tu passes de 10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois et que ton fournisseur ne peut pas suivre, tu vas être en rupture de stock, tu vas perdre ton momentum, et le momentum, c'est très important en e-com. Donc, avant de scaler massivement, parle à ton fournisseur. Tu peux lui demander « Hello, je vais multiplier mon volume par 5 dans les 3 prochains mois. Est-ce que pour toi, c'est toujours OK au niveau de la supply chain, etc. » S'il dit oui, parfait. S'il dit non, trouve un backup ou trouve un deuxième fournisseur. Ton agence ou tes freelancers avec qui tu travailles, si tu travailles avec une agence ou des freelances, ils doivent être alignés avec ton niveau. Une trop grosse agence, tu représentes qu'un petit pourcentage de leur CA. Et c'est important aussi qu'ils te priorisent. Mais s'ils n'ont pas assez d'expérience pour ça, ça va te coûter cher. Il faut que tu aies une agence pour qui tu es assez grand, pour qu'ils te priorisent, mais assez d'expérience aussi pour qu'ils puissent t'aider. Ensuite, on a tes processeurs de paiement et ta banque. Quand tu scales, ton volume de transactions explose et parfois ton processeur de paiement et ta banque va bloquer ton compte pour activité suspecte ou je ne sais quoi, même si tout est légal, d'accord? Et alors, comment est-ce que tu vas pouvoir éviter ça? Avec une communication proactive. Envoie un email à ton processeur de paiement ou ta banque avant de scaler en disant « Je vais passer de 1000, 2000 à 50 000 euros par mois, juste, je veux vous prévenir. » Ça évite les surprises et ça montre que tu es professionnel. Gère aussi tes litiges. Plus tu vends, plus tu auras de litiges, donc chargeback, retour, etc. C'est normal, mais il faut que ton litige soit toujours inférieur à 1 ou 2%. Sinon, ton PSP va te couper. Donc, réponds rapidement aux emails clients, résous les problèmes avant que ça devienne des litiges et un bon service client. Tes partenaires, ce sont tes assets, donc prends-en soin. Sinon, ils vont te lâcher au pire moment. Le sixième axe de scaling, ça va être l'analyse de data. Pas juste regarder tes chiffres, comprendre ce qui drive tes résultats au quotidien. Beaucoup de gens regardent juste les CPM, le CTR, le coût par clic, le ROAS. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce que tu dois vraiment analyser, c'est quels sont les angles qui performent réellement. Regarde tes 10 meilleures créatives, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Est-ce que
l'angle problème fonctionne mieux qu'un autre angle, l'angle éducation, l'angle avant-après. Une fois que tu identifies ça, double down dessus. Produis 20 variations de cet angle-là. L'analyse, c'est pas compliqué. C'est juste être honnête avec toi-même sur ce qui fonctionne vraiment. Et arrête de perdre ton temps sur ce qui ne marche pas. Ok, on vient de couvrir le scaling, les axes pour passer de 1000, 2000, 5000 à 50 000 euros par jour. Mais il y a un truc critique que la plupart des marques oublient complètement. Et c'est pourtant, je trouve, le levier principal de profitabilité numéro 1. Qu'est-ce qui va te différencier sur le long terme? C'est peut-être la chose la plus importante, c'est la rétention. Laisse-moi te montrer pourquoi avec un exemple très simple. Imagine deux marques. On a la marque A, qui a un coût par acquisition de 50 euros, un panier moyen à 60 euros, et un client qui achète une fois. Bon, ça fera une LTV, donc une lifetime value à 60 euros, et un profit par client à 10 euros. Puis ensuite, on a la marque B, avec un coût par acquisition de 50 euros, donc pareil, un panier moyen de 60 euros, pareil également. Par contre, le client va acheter 3 fois sur 12 mois, avec une lifetime value de 180 euros. Donc le profit par client sera donc de 130 euros, 13 fois plus profitable, avec le même produit, avec le même trafic, avec la même acquisition. La seule différence, c'est la rétention. Et ça, c'est ce que 90% des marques ne comprennent pas. Elles passent 100% de leur temps sur l'acquisition, Meta Ads, créative, scaling, et c'est très important, je ne dis pas le contraire, mais elles passent 0 temps sur comment faire revenir leurs clients. Et au final, elles dépensent 50 euros pour acquérir un client, le client achète une fois pour 60 euros, 10 euros de profit, puis le client disparaît. Parce que tu n'as jamais appris la rétention, et encore moins sur le marché francophone. Et du coup, tu dois tout recommencer. Dépenser 50 euros pour le prochain client, et 50 euros pour le prochain client pour 10 euros de profit, 10 euros de profit. Tu cours, mais tu n'avances pas. Alors maintenant, imagine, tu dépenses 50 euros une seule fois. Le client achète 3 fois. Tu fais 130 euros de profit. Tu viens de multiplier ta profitabilité par 13 sans dépenser 1 euro de plus en ads. C'est ça la puissance de la LTV. Alors maintenant, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux travailler ça avec 4 piliers majeurs. Le premier pilier pour le travailler, ça va être l'expérience post-achat. La première impression après l'achat détermine si le client va revenir. Pas avant, après. Parce que c'est là que 99% des marques te ghostent. Tu achètes, tu reçois un email automatique qui n'a aucune valeur. Merci pour votre commande numéro 3248, je ne sais quoi. Il n'y a aucune émotion, aucune connexion, juste un numéro. Et c'est absolument nul. Ce que tu dois faire, c'est déjà un email de confirmation inoubliable. Pas juste merci pour ta commande, mais quelque chose comme, avec le prénom de la personne, bienvenue dans la famille de ton nom de marque. Tu viens de rejoindre plus de 50 000 clients, tu as déjà 50 000 clients qui ont transformé leur... Et là, tu nommes ton problème, grâce à potentiellement ton produit, qui va arriver d'ailleurs dans 3-5 jours. En attendant, voici comment en tirer profit au maximum. Tu mets un guide d'utilisation PDF, une vidéo unboxing exclusive, tu leur dis de rejoindre la communauté Instagram, et en plus, tu leur dis qu'il y a une surprise dans l'email de suivi qui arrive très vite. Et ça prend 2 minutes à setup, mais ça change absolument tout. Ensuite, on en a parlé aussi, mais un packaging premium. Si ton produit arrive dans une boîte AliExpress neutre, le client va se dire bof, encore un truc d'internet, je me suis fait avoir, c'est du dropshipping. Si ton packaging par contre est soigné, il y a un logo propre, des couleurs cohérentes, une note peut-être manuscrite, on en a parlé aussi, ou imprimée, qui te ressemble, avec un petit cadeau surprise, un sticker, un échantillon, un code promo, les clients vont se dire ok, waouh, ils ont fait un effort, et ça va parler. Photo Instagram, story, avis 5 étoiles. C'est du marketing littéralement gratuit. En troisième point, un suivi de livraison proactif. N'attends pas que le client te demande où est mon colis. Envoie des mails automatiques à J+1. Ton colis a été expédié. Jour 3, ton colis est en transit. Jour 5, ton colis arrive demain. Jour 6, ton colis est livré. Profites-en bien, etc. Ça rassure. Ça réduit les tickets support, ça réduit les litiges et ça montre que tu prêtes attention au client. L'objectif de ce pilier, c'est que le client se dise « je ne regrette pas mon achat ». Cette marque est différente et c'est pour ça que j'ai acheté chez eux. Le pilier numéro 2, c'est l'email marketing stratégique. L'email, c'est ton meilleur ami. Pas les ads, l'email. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et ta base mail t'appartiendra toujours. C'est ton audience. Meta peut te ban demain, tes emails, personne ne peut te les prendre. Alors, voici les 3 séquences essentielles à utiliser après l'achat. La première séquence, la Welcome Series, 5 à 7 emails sous 14 jours. Email 1, confirmation plus attente. Email 2, au jour 3, éducation produit, comment utiliser au max. Email 3, à jour 7, ton histoire. Pourquoi on a créé la marque. Email 4, à jour 10, social proof, témoignage client. Email 5, à jour 14, par exemple, cross-sell, soft ou produit complémentaire. Puis une séquence 2, post-purchase nature, à email jour plus 30, comment ça se passe avec tel produit, à plus 45, astuces avancées d'utilisation, à J plus 60, il est temps de réapprovisionner si ton produit est consommable par exemple, et puis tu fais une troisième séquence de réactivation client pour ceux qui ont été inactifs à plus de 90 jours,
Est-ce qu'on t'a perdu? Est-ce que tu es toujours bien là? À plus 120 jours, tu fais une offre win-back à 10-15%. À plus 180 jours, une dernière chance. Et puis, en plus de ça, tu fais des newsletters hebdomadaires. 60% valeur, éducation, storytelling, 30% engagement, questions, sondages, contenu et 10% vente, d'accord? Avec des CTA très soft. L'objectif, c'est que 30 à 50% de ton CA viennent de l'emailing après 6 à 12 mois. Le troisième pilier est le programme de fidélité et referral. Programme de fidélité très simple. Point à l'achat. 1 euro dépensé égale 10 points. 100 points égale à 5 euros de réduction. Tu peux offrir des points bonus, créer un compte plus 200 points, laisser un avis plus 150 points, partager une photo sur Instagram plus 100 points. C'est ton anniversaire, tu offres un cadeau plus 300 points. Tu fais un programme de referral. Donne 15 euros, reçoit 15 euros. Un client qui parraine un ami, l'ami reçoit 15 euros de réduction sur la première commande, etc. Le client reçoit 15 euros de crédit après achat pour l'ami. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que le client, il se sent récompensé. Tu encourages le bouche à oreille. Le coût par réquisition du client parrainé égale 15 euros versus 50 euros en ads. Alors, il y a des outils pour ça. Tu peux utiliser Smile.io, Loyalty ou même des outils Klaviyo intégrés. Le point numéro 4 est les abonnements. Évidemment, quand c'est possible. Si ton produit est consommable, les abonnements, ça change absolument tout. Il y a des modèles d'abonnement, exemple supplément magnésium, option 1, un achat unique à 29 euros, option 2, abonnement mensuel à 24 euros avec un moins 15%. Il y a un avantage pour le client parce que le prix est réduit, la livraison est automatique et tu peux lui dire aussi qu'il y a une annulation facile. Et il y a des avantages pour toi, pour la marque. Le revenu récurrent prévisible, la LTV explose sur 6 à 12 mois et tu es moins dépendant des ads. Et même si ton produit n'est pas consommable, crée des accessoires consommables. Par exemple, si tu vends une gourde, crée des abonnements de filtres tous les 3 mois. Tu vends un rasoir, crée un abonnement pour les lames de rasoir. L'objectif, c'est que entre 20 et 40% de ton CA viennent des abonnements, parce que ça va te donner une énorme stabilité financière. Alors, il y a 5 métriques LTV essentielles à traquer absolument. La première, c'est le Repeat Purchase Rate, le pourcentage de clients qui achètent 2 fois ou plus. Bon, ce serait 30% et plus. Moyen, entre 15 à 30%. Mauvais, moins de 15%. La deuxième métrique, c'est l'AOV. Le panier moyen par commande. L'objectif, c'est d'augmenter avec des upsells ou des cross-sells. Et la troisième métrique, c'est le purchase frequency. Combien de fois un client achète par an chez toi? Bon, ce serait 3 fois et plus, moyen 2 fois et mauvais 1 fois. 4. Customer Lifetime Value, la LTV, le profit total généré par client sur sa vie. La formule simple serait LTV égale AOV fois la fréquence d'achat fois la marge fois la durée de vie client. Si on récapitule, la LTV, c'est ton vrai levier de profitabilité, pas l'acquisition. Et trop de gens se concentrent uniquement sur l'acquisition. Si tu fais ça bien, tu transformes un client one-time en fan à vie. Et tes marges explosent. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'infos. Et on va passer maintenant à la dernière section, la section la plus critique quand tu commences à atteindre de bons niveaux. Et on arrive au skill le plus difficile de tout business, le recrutement. Et je suis passé par là. Si tu es à 100 000 euros, 1 million par mois, tu peux probablement gérer seul ou avec une toute petite team. Mais si tu veux faire plus de 2 millions par mois, tu dois construire une team. Et c'est là que tout devient difficile. Parce que recruter, c'est pas juste trouver quelqu'un qui sait faire le job. C'est trouver quelqu'un qui potentiellement partage tes valeurs, croit en ta vision, est autonome, prend des décisions et surtout est loyal. Et ça, tous ces critères-là, c'est rare. Steve Jobs a dit un truc puissant un jour: on n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire, on embauche des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. Et ça, c'est vrai. Si tu embauches quelqu'un et que tu dois micromanager chaque action, tu n'as pas embauché la bonne personne. Tu as juste créé encore plus de travail pour toi. Le bon recrutement, c'est quelqu'un qui enlève du travail de ton assiette, qui te libère. C'est le final boss du business. Et voici comment est-ce que tu y arrives. Alors, la philosophie, c'est hire slow, fire fast. Hire slow, soit absurdément sélectif. Ne te précipite pas parce que tu as besoin de quelqu'un. Mieux vaut être en sous-effectif avec les bonnes personnes que surstaffé avec les mauvaises. Le process, il est simple. Tu peux enseigner les skills, mais tu ne peux pas changer la personnalité. Donc, cherche quelqu'un qui partage tes valeurs, comme je le disais, soit excité par ta mission, parce que tu proposes, et surtout a une bonne énergie. Les skills, tu peux les enseigner. Alors évidemment, il y a des bases. Ensuite, multiplie les interviews. Fais une première interview pour voir le fit général, une deuxième interview où tu deep dive les compétences en profondeur, une troisième interview où tu rencontres la team, tu fais rencontrer la team si c'est applicable, mais n'embauche pas après une seule conversation, même un freelance. Et ça, j'en ai fait les frais. Ensuite, donne-leur un petit projet, payé ou non. Tu vois comment ils travaillent, leur communication, leur qualité, ça te dit tout. Puis ne les embauche pas full-time direct. Commence avec un part-time ou un contrat, vois comment ça se passe pendant 1-6 mois, puis upgrade à full-time. Fire fast, c'est comme ça que ça marche. Cut très rapidement. J'ai perdu personnellement énormément d'argent en laissant des chances à des personnes pour travailler sur mes propres marques en me rendant compte que ça s'améliorait pas. Et j'avais perdu des mois de performance. Ne traîne pas pendant 6 mois en espérant que ça s'améliore. Ça fait mal aux deux parties. Si après 30-60 jours, tu vois que c'est pas le bon fit, libère la personne. Parce que garder la mauvaise personne coûte plus cher en temps, en énergie, en argent, que
de recommencer tout le recrutement. Alors, qui embaucher en premier? En numéro 1, fatalement, ça va être le service après-vente. C'est ton premier recrutement. Il est primordial. Pourquoi? Parce que répondre aux emails clients, ça prend du temps et c'est relativement easy à déléguer. Tu crées des SOPs, tu formes la personne, elle gère. Ça te libère immédiatement 5-10 heures par semaine. Ensuite, on penserait plutôt à un inventory manager. Une fois que tu fais 50-100 000 euros par mois, gérer l'inventaire devient un full-time job. Tu dois traquer combien est-ce que tu as en stock, quand est-ce que tu dois réorder, combien est-ce que tu dois commander, tu dois gérer les suppliers. Et ça, c'est critique. Et on t'en parle pas en dropshipping. Si tu run out of stock, tu perds des ventes. Et au contraire, si tu overstock, ton cash est bloqué. Donc embauche quelqu'un juste pour ça. En 3, un general manager. Une fois que tu fais 200-500 000 euros par mois, tu as besoin de quelqu'un qui gère les opérations day to day. Cette personne reporte à toi, mais elle run le business au quotidien. Toi, tu peux te focus sur la stratégie, la croissance, les nouveaux produits, le partnership. En numéro 4, et ça peut potentiellement venir avant, le creative stratégiste ou un email marketer. Ça dépend de ton goulot d'étranglement. Donc, l'endroit qui te bloque le plus pour te développer. Si ton goulot d'étranglement, c'est l'acquisition, donc l'ADS, embauche un creative stratégiste qui gère les ads créatives. Si ton goulot d'étranglement, c'est l'email marketing, embauche un email marketer qui va construire des flows et des campagnes. La règle, c'est d'engager pour enlever les goulots d'étranglement. Pas juste parce qu'il serait bien d'avoir quelqu'un. Identifie qu'est-ce qui bloque réellement ma croissance maintenant et recrute pour résoudre ça. Et enfin, dernière partie, l'exit. Parlons de ce qui arrive quand tu veux vendre ton business. Parce que pour beaucoup, c'est là que se fait le vrai argent. Tu veux faire 100 000, 200 000, 500 000 euros par mois de profit pendant que tu opères le business, c'est bien. Mais le gros payout, c'est quand tu vends. Et je sais que même si vous n'êtes pas forcément tout ça, c'est très intéressant de le comprendre même maintenant. Comment les business sont valorisés? Alors, la formule simple, ce serait le SDE ou EBITDA, multiple SDE, donc le Seller Discretionary Earning, profit net plus ton salaire, ou l'EBITDA, Earning Before Interest, taxes, dépréciation, amortissement, etc. Et le multiple, combien l'acheteur paye par dollar de profit annuel. Le range typique pour un e-commerce serait 2,5 à 6 fois le SDE. Exemple, ton business fait 1 million par an de profit, tu te payes 200 000 euros par an, ton SDE est donc de 1,2 million d'euros par an. Ton multiple est de 3,5. Ta valorisation pourrait être de 1,2 million fois 3,5, 4,2 millions. Et là, bam, tu vends 4,2 millions ton business. Mais après, tu vas me dire de quoi dépend réellement ce multiple. Il y a plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui fait que tu obtiens un multiple de 3 versus 5 versus 10? Le facteur numéro 1, c'est la diversification. Plus tu es diversifié, mieux c'est. Si tu es sur TikTok, Amazon, Shopify, c'est mieux que juste Shopify. Le nombre de produits, si tu as 3-5 produits, c'est mieux qu'un seul produit, paradoxalement à ce qu'on a dit. Le source de trafic, organique, cold email, etc., c'est mieux que juste du paid. Facteur numéro 2, les marges. Un business avec 15% de marge nette est égal à un multiple de x3. Un business avec 30% de marge nette est égal à 4 x 5. Pourquoi? Parce que les marges élevées, ça veut dire plus d'argent à investir, donc plus attractif pour l'acheteur. Le facteur numéro 5, le growth rate. Business en déclin, ça pourrait être égal à 2 fois 2,5 ton business. Un business flat, 3, 3,5 et un business qui croît de 30-50% par an, x 5. Business qui croît de 100%, peut-être x 6. Ça paraît évident. Le facteur numéro 4, ta force d'identité de marque. Si tu as une email list de 100 000 subscribers, c'est beaucoup plus valorisable. Si tu as beaucoup de followers sur les réseaux sociaux engagés, c'est beaucoup plus valorisable. Ça montre que tu as construit une vraie marque, pas juste un produit. Le facteur numéro 5, système et team. Si le business dépend à 100% de toi, c'est fatalement beaucoup moins attractif. Si tu as une team, tes SOPs, tu documentes et que ça tourne sans toi, ce sera fatalement beaucoup plus attractif. Ensuite, la niche. Certaines niches sont fatalement plus intéressantes que d'autres. Tout ce qui va être santé, wellness, c'est vraiment plus premium. Tout ce qui est beauty aussi, c'est plus premium. Tout ce qui est tech électronique, c'est un peu moins premium. Ça dépend des trends du moment, forcément. Mais en résumé, pour maximiser ta valorisation, tu dois diversifier tes channels, avoir des marges élevées, être en croissance, avoir une identité de marque forte, avoir des systèmes et des teams et être dans une niche qui est attractive. Pense à ça dès le début. Et c'est pour ça que c'est important. Parce que si tu construis en pensant déjà à l'exit, tu vas faire des choix différents qui vont te permettre de gagner beaucoup plus. Alors, quand vendre? Fatalement, il y a des moments. Le meilleur moment, c'est quand le business est en croissance, plus 30% à l'année, tu es hautement profitable, tu as de grosses marges, etc. Tu as des systèmes en place. Tu as même une identité de marque forte, on en parlait. Le pire moment serait un business en déclin. Tu es en burn-out ou désespéré, tu veux vendre ton business, tout dépend de toi. Tu vends quand tu n'es pas au top. Les acheteurs, ils sentent ce désespoir et ils vont vraiment lowball ton prix. Les facteurs personnels, tu veux faire autre chose, tu veux avoir une autre qualité de vie, tu veux investir dans une nouvelle opportunité, ça c'est OK et c'est valide. Mais idéalement, vends dans une position de force, pas de faiblesse. Et pense à l'exit dès le jour 1. Comme je disais, ça va te driver à construire sur du long terme. Même si tu ne vends pas, tu vas faire bien les choses. Documente tout, crée des systèmes, construis une team, diversifie. Comme ça, le jour où tu veux vendre, t'es prêt. Bon, on vient de passer un bon moment ensemble.
Et je te remercie pour ça. Avant de terminer, je veux te laisser avec une dernière chose. Quelque chose que personne ne te dit sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait pas de vues, parce que fatalement, c'est pas sexy, mais pourtant, c'est la vérité. L'e-commerce en 2026, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas un « je lance une pub aujourd'hui et je serai riche dès demain ». C'est construire, jour après jour, bâtir de la confiance avec tes clients, tenir tes promesses, livrer un produit excellent, raconter une histoire, créer une connexion réelle et répéter. Encore et encore. Le succès en e-commerce, c'est pas une explosion virale qui change ta vie du jour au lendemain. C'est une accumulation. C'est 10, 20, 30, 100 petites victoires qui finissent par créer quelque chose de massif. C'est un client satisfait, c'est une créative qui performe et que tu déclines en 10 variations, c'est un fournisseur avec qui tu construis une relation de confiance, une relation solide. Tout ça ne prend pas une semaine. Les marques qui explosent du jour au lendemain, elles ont construit en silence pendant 6, 12 mois avant. Donc, si tu te lances et une vision, pas sur 3 semaines, accepte que les 2 premiers mois vont être difficiles, que tu vas faire des erreurs, que certaines créatives vont flopper, que certains produits ne vont pas forcément fonctionner dès le départ. Mais c'est le process. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ceux qui gagnent ne sont pas les plus intelligents. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de capital de côté. Ce sont ceux qui restent. Ce sont ceux qui continuent à tester, ceux qui continuent à apprendre, à s'améliorer, jour après jour. Donc oui, lance-toi. Fais le premier pas, mais sois prêt à construire quelque chose de durable. Pas juste une opération coup de poing où tu vois l'e-commerce par opportunisme. Crée une vraie marque qui dure, qui grandit, qui change ta vie. C'est comme ça que l'e-commerce fonctionne vraiment. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Bon, on a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Les fondations de l'e-commerce qui créent de la loyauté, MetaAds et les 5 niveaux de conscience, et la créative stratégie qui cartonne, le scaling intelligent. C'est énorme ce qu'on vient de voir. Et je sais que tu as probablement la tête qui tourne un peu. C'est normal, il y a beaucoup d'informations. Maintenant, merci une nouvelle fois, vraiment. Et merci d'avoir regardé cette masterclass jusqu'au bout. Le fait que tu sois encore là, ça montre quelque chose sur toi. Ça montre déjà que tu es sérieux, que tu veux vraiment construire quelque chose de durable. Maintenant, je sais ce que tu penses peut-être. Ok, tout ça, c'est génial, mais c'est beaucoup. Par où est-ce que je vais commencer concrètement ? Et c'est là que je vais être honnête avec toi. Il y a une énorme différence entre consommer du contenu et exécuter correctement. Tu peux regarder 100 heures de contenu YouTube, tu peux lire 50 livres, mais si tu n'as pas un plan d'action clair, étape par étape, du feedback pour corriger tes erreurs en temps réel, quelqu'un qui a déjà fait le chemin, tu vas procrastiner et tu vas te perdre dans les détails. Peut-être même que tu vas abandonner. C'est pour ça que j'ai créé Arc 144. Un écosystème complet pour passer de zéro à ton premier 100 000 € par mois avec une marque e-commerce rentable et scalable. On couvre absolument tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais en mode exécution, avec nous à tes côtés. On travaille ensemble sur ton choix de produit, avec validation de la demande, ton identité de marque, tes missions, ton storytelling, ton design, ta machine créative, tes briefs, ta production, ton testing, tes campagnes méta de A jusqu'à Z, ton sourcing même et la logistique, ton scaling jusqu'à 100 000 € par mois et au-delà. Alors, si tu regardes tout ce qu'on vient de couvrir et que tu te dis c'est peut-être trop pour moi de faire tout ça seul, j'ai besoin d'aide ou simplement je veux aller plus vite, on met à ta disposition nos coachs experts, chacun dans leur secteur, IA, sourcing, ads, viralité, avec nos stratégies, et j'insiste, avec nos ressources et surtout nos contacts. Il y a un lien juste en dessous, clique dessus, remplis le formulaire et on te recontactera pour voir si c'est un bon fit et on sera ravis de discuter avec toi, sans engagement évidemment. Maintenant qu'on a fini, construis quelque chose de durable, quelque chose dont tu seras fier et surtout, passe à l'action. Maintenant, pas demain et pas la semaine prochaine. Prends une chose qu'on a couverte aujourd'hui et applique-la. Parce que l'information sans action, c'est juste du divertissement. Et l'e-commerce en 2026, c'est une opportunité incroyable. Les barrières n'ont jamais été aussi basses. Les outils n'ont jamais été aussi puissants. Et le marché francophone explose. C'est ton moment, saisis-le. Alors merci d'avoir été là jusqu'au bout, c'était long et ça signifie énormément pour moi et on se retrouve de l'autre côté.